Hey les amis, bienvenue sur la chaîne Au Coin du Feu. Cette semaine, on a la chance d'avoir un invité que j'estime beaucoup, étant ancien mineur. On a Monsieur TK avec nous. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir. Salut TK, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on est avec Ilyes et franchement, je suis très ravi de t'avoir, même un petit peu ému. Hein. Je te suis depuis 2018, donc ça me fait grave plaisir. Et ça va Ah, Ilyes, toi, tu vas bien? Nickel, tout va bien. Bonjour le chat. J'ai vu qu'il y a de l'engouement, beaucoup de réactions vis-à-vis de la musique. Euh, C'est là Ça que tu fait vois qu'il y a du plaisir. budget. Moi, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son. Moi, il n'y a même pas d'intro. Moi, ça démarre direct. Bonjour. Pourtant, en plus, c'est vraiment pas. C'est raide, du coup, on a On avait une testé personne avec nous sur le l'IA sur podcast qui Suno, l'a fait avec l'IA. on s'était bien amusé à la période-là et on a fait tous quelques sons comme ça et on avait retenu ce son-là qui est sympa pour l'introduction et faire patienter les gens. Donc, Ah, moi, je j'espère trouve que que ça c'est vous plaît. génial. Hein. Ouais, Justement, c'est... moi, je trouve que c'est mieux que quand il n'y a rien. Donc, moi, je suis plutôt positif. Ah bah c'est cool. C'est cool, c'est Nickel, cool. nickel. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, Monsieur TK, au programme pas mal de choses. On va parler un peu de Node, de projet d'Épine pour 2024, de minage. On sait que TK est encore dessus depuis quoi, 2018 maintenant. Donc Sur quoi? Sur le minage des nodes? sur le 2016. 2016, ok. Waouh! D'accord, donc Team Boomer ici. on va parler de revenus passifs, on va comparer ça un peu à la DeFi. Donc pas mal de choses intéressantes. Et donc voilà, donc 2016, tu as créé ta chaîne en 2018 alors, c'est ça? C'est ça. J'ai commencé à investir dans la crypto en 2016, mais c'est en 2018 vraiment que je me lance dans la création de contenu, etc., etc. Ok, et du coup, maintenant, tu es principalement actif sur Twitter, Twitch, aussi sur YouTube, bien sûr. Et j'ai vu que tu avais créé aussi un site où tu formes les gens au niveau tu fais du consulting en vrai. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça, donc en gros, pour faire simple, hein, donc c'est vrai que moi j'ai commencé en 2016 à investir dans la crypto-monnaie. À ce moment-là, j'investis comme tout le monde pour tenter de gagner un petit peu d'argent, etc., etc. Donc vraiment en 2016, l'écosystème n'est pas du tout le même qu'à l'heure actuelle. Et moi, quand je commence à investir dans la crypto, j'ai pas des rêves de grandeur, des rêves de richesse, comme maintenant. Hein, vous savez, souvent quand on parle crypto-monnaie, c'est to the moon, la Lambo, etc., etc. Moi, quand j'ai commencé, le but c'était de gagner un petit peu d'argent, faire un petit peu d'argent de poche, voilà, se payer un resto à ciné. Si je faisais 50 euros, j'étais content. Et puis effectivement, par la suite, je me suis très rapidement tourné vers le minage de crypto-monnaies et c'est de là en fait que j'ai eu l'idée de créer ma chaîne YouTube parce que à l'époque il y avait absolument zéro chaîne YouTube. De manière générale, il y avait quasiment pas de chaîne YouTube en français. Je précise, qui parlait de crypto-monnaie. Hein. Maintenant, vous avez des chaînes sur tous les domaines qui analysent tout dans tous les sens, ce qui est très bien hein, parce que ça permet d'en avoir pour tous les goûts. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Hein. À l'époque, on était, si on était 5, entre 5 et 10 créateurs de contenu français, Ouais. c'était beaucoup. Et donc moi, je me suis directement spécialisé dans toute la partie minage. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ma chaîne YouTube. Et puis les réseaux sociaux, Twitter, etc., etc. Et puis effectivement, je fais du consulting qui pour le coup est plutôt à destination des professionnels que des particuliers. C'est vrai que là pour le coup, c'est plutôt des pros qui cherchent des infos et autres pour se lancer dans le marché des crypto-monnaies, dans tout ce qui est le minage et tout. Et c'est à ça que me sert notamment le site. Hein. C'est plutôt une vitrine pour me présenter et expliquer ce que je fais au monde que vraiment un système à part. Puisque vraiment mes réseaux sociaux principaux, ça reste YouTube et Twitter. Ok. J'ai vu que tu faisais même des interventions au niveau des facultés, dans les universités, des choses comme ça. Ouais. Ouais, c'est relativement récent. Ça a commencé cette année d'ailleurs. Ça devait avoir lieu un peu avant, mais il y a eu des problèmes avec l'université. Mais donc effectivement, maintenant avec HEC Liège, donc la haute école de commerce de la ville de Liège, vous avez l'équivalent en France, hein, les écoles, les facultés HEC. Et bien chez nous en Belgique, ils ont décidé de lancer un cours dédié aux crypto-monnaies de manière générale. Et moi, avec une autre personne, Henri Rion d'ailleurs, on organise la première partie de la formation, on va dire, qui est donnée par l'université, qui est vraiment l'introduction aux bases, aux fondamentaux, ce que c'est la crypto, comment ça fonctionne, les cas pratiques, etc., etc. Et c'est une grosse formation qui donne à la fin droit à un diplôme qui est reconnu en Europe. Hein, donc vraiment pour le coup, c'est quelque chose d'important parce que ça peut vous servir pour les personnes en tout cas qui suivraient la formation. Vous avez un diplôme qui est reconnu par l'État, par l'Europe, etc., etc. Donc ça permet vraiment, si vous lancez une boîte ou que vous allez travailler dans une boîte, vous avez un diplôme qui est reconnu, quoi.
C'est Donc en gros, génial. ils ont cette chance d'avoir quelqu'un qui a une vraie expérience du terrain, un vrai bagage dans les crypto-monnaies avec beaucoup d'expérience. Parce que tu vois, moi j'ai un modérateur qui est spécialisé il fait des études d'avocat spécialisé crypto. Et en fait, il m'explique que ses profs ne connaissent pas grand-chose au niveau des cryptos. Donc là, du coup, tes élèves, si on peut appeler ça comme ça, ont beaucoup de chance. En tout cas, pour la première qu'on a donnée, quand la première partie qu'on a donnée, et ils avaient l'air d'être tous contents. Donc, c'est vrai que les premiers tours, ça faisait plaisir parce que vraiment, en plus, nous on donnait vraiment l'introduction, les bases. Donc, on n'était même pas, tu sais, dans tout ce qui est justement les côtés un peu sexy avec le trading, la DeFi, etc., etc. Donc, nous, c'était les bases, les fondamentaux, et les gens étaient déjà super contents. Donc, j'imagine que ça va continuer, ça va suivre, et ça, c'est vrai que c'est, pour le coup, c'est top parce que, comme tu le dis, surtout en Belgique, particulièrement en Belgique, où la crypto-monnaie est beaucoup moins mise en avant qu'en France. En France, c'est pas super mainstream non plus, mais il y a quand même des personnalités publiques qui en ont parlé, des hommes politiques qui en ont parlé, etc., etc. C'est un peu plus répandu que chez nous. Et donc ça, c'est vrai que ça fait plaisir de voir une université qui se lance, qui se mouille pour proposer ce genre de choses à leurs élèves. Ok. Ouais, Ok. c'est génial, hein. Tu participes à l'adoption générale des crypto-monnaies en Exactement. éduquant des gens. Donc, génial. Moi, je voulais faire un petit bond en arrière, parce que tu as dit que tu as commencé en 2016. Ça fera du coup bientôt une décennie. On est bientôt à la fin de 2024. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton premier bag, ton premier amour en crypto? Je pense qu'on a tous eu la première crypto que tu as hold jusqu'à tout en haut, jusqu'à tout en bas. Ou Bah, la- ça va pas être fou, mais c'est Bitcoin. Hein. C'est vrai qu'au tout Ah, ok. départ, ah ouais non, au tout début quand j'ai commencé, c'est-à-dire bon, comme je le disais, le marché était beaucoup moins fou qu'à l'heure actuelle. Il y avait déjà pas mal de coins, hein, mais c'était pas aussi fou que ça. Et c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai commencé à investir dans la crypto-monnaie, bah, à l'époque, encore une fois, c'était moins connu. Donc moi, j'étais persuadé que j'étais tombé dans une arnaque, hein, une pyramide de Ponzi ou autre. Et je m'étais dit, bah oui, mais tu vas acheter du Bitcoin, tu vas les acheter à quelqu'un d'autre qui les vend plus cher, etc. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à investir, moi, j'ai commencé dans Bitcoin, puis j'ai suivi très rapidement avec Ethereum. Et j'ai d'ailleurs des Bitcoins et des Ethers que j'avais achetés à l'époque en 2016, j'en ai toujours. Donc, c'est pour dire à quel point je suis ultra convaincu par ces cryptos. OK. Et quand tu es arrivé peut-être en 2016, tu disais qu'au début, c'était pour te dégager un revenu et cetera. Je pense que c'est pour tout le monde, c'est l'aspect spéculatif, l'aspect, argent qui attire. Quand est-ce que tu as eu le déclic où là, ça fait presque 10 ans que du coup tu es dedans et tu le vois vraiment comme une réelle solution, pour un avenir, parallèle de finances, dans ce monde? Je dirais que ça a pris, à mon avis, une bonne année. C'est vraiment jusqu'au moment, un peu avant le bull run de 2017-2018. C'est-à-dire que comme tout le monde, hein, comment est-ce que j'ai débarqué dans la crypto-monnaie? J'ai tapé sur internet, comment gagner de l'argent, facilement sans bouger de chez soi, tu vois? Le but c'était, enfin, j'avais un travail qui me prenait toute la journée, avec lequel je gagnais pas trop mal ma vie pour le coup. J'avais un boulot, mais le but c'était voilà de pouvoir se faire un peu plaisir, de m'acheter un jeu vidéo, d'aller au resto, d'aller au ciné ou autre. Et donc pour ça d'avoir un petit peu d'argent, sachant que voilà comme je travaillais toute la journée, le but c'était d'en gagner sans trop devoir se fouler et de ça. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai eu l'aspect spéculatif, mais l'aspect spéculatif pas faire des millions, tu vois, c'était vraiment voilà 50 euros, j'étais content et c'était très bien. Et pendant une année, j'ai investi, mais j'ai potassé aussi le fonctionnement de la blockchain. Comme on l'a dit, je me suis intéressé au minage très vite, très tôt. Et donc, bah, le minage, c'est quand même un peu plus compliqué pardon que d'acheter de la crypto-monnaie sur un Mmh. Binance ou un exchange tradi. Donc j'ai commencé à étudier, à comprendre comment ça fonctionnait. Et ouais, je dirais qu'au bout d'une année, je me suis dit, en fait, l'aspect spéculatif, c'est très bien, il en faut, c'est ça qui attire les gens la première fois, hein, c'est le fait de pouvoir gagner de l'argent et même gagner potentiellement beaucoup d'argent. Mais à côté de ça, la technologie qui est derrière et sur lequel repose justement le fonctionnement de la blockchain, je me suis dit que c'était quelque chose qui allait faire partie de nos vies et de notre quotidien dans les années à venir. Et force est de constater que maintenant, en 2024, à l'aube de 2025, c'est la blockchain, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Et ce que je trouve génial, c'est que même maintenant, on utilise parfois la blockchain sans même s'en rendre compte. Alors là, je parle pas spécialement des fans de crypto comme nous, mais il y a des gens qui vont utiliser la blockchain sans le savoir, et ça, je trouve que c'est juste génial. Ouais, et ça sera de plus en plus vrai. Et si je me rappelle bien, toi, tu étais parti surtout sur te dégager un revenu passif à la base. Et Ouais, c'est pour ça que donc, tu t'es orienté sur le minage et sur les masternodes. C'est bien ça. exact. Exact. Donc,
ça suit en fait la logique de ce que je disais. Donc c'est-à-dire que voilà, j'ai un travail là toute la journée, donc j'ai pas envie de consacrer après quand j'ai fini le boulot de devoir passer encore des heures à analyser des graphiques, voir si c'est le bon moment d'investir ou si c'est pas le bon moment, faire de l'analyse technique, etc., etc. Moi, je voulais essayer de trouver une méthode qui permettait de générer de l'argent hein, en mode gros flemmard, sans rien faire. Vraiment en mode je fais rien. Et donc c'est comme ça qu'effectivement avec la blockchain, je me suis tourné très rapidement vers le minage, sachant en plus que niveau matériel informatique, comme je suis gamer PC, joueur sur PC, j'avais déjà à Ouais. l'époque une belle bécane pour ça. Et donc à l'époque, je me lance dans le minage d'Ether, puisque Ethereum en 2016, il avait même pas, enfin il venait d'avoir un an et c'était un nouveau projet de crypto-monnaie. C'était l'équivalent du low caps de maintenant. Et j'ai commencé à miner de l'Ether pour justement tenter de gagner de l'argent. Et vraiment le moment où je me suis rendu compte que c'était vrai, parce que bon, à un moment donné, vous minez de l'Ether, vous avez votre portefeuille qui affiche des Ethers qui augmentent, mais bon, ça représente pas de l'argent. C'est vraiment le moment où j'ai transformé pour la première fois des Ethers en euros et que je les ai récupérés sur mon compte bancaire, que je me suis dit, ok, c'est pas une arnaque, c'est pas un scam, il y a réellement moyen de récupérer les sous. Et c'est là vraiment que je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire avec ça, on va pas en rester là, quoi. OK. Génial. Pour en revenir peut-être sur le côté, créateur que tu es, parce que, maintenant du coup tu es un pionnier dans l'écosystème au niveau de la création. Est-ce que tu te vois encore continuer, très longtemps ou c'est quoi un peu tes objectifs, genre sur YouTube par exemple? Honnêtement, c'est une question qu'on m'avait posée justement, si, demain je parvenais à make it, hein, donc make it, c'est voilà, je fais, plusieurs millions, j'ai plus à me tracasser ou autre. Je dirais que vraiment, s très sincèrement, j'adore faire des vidéos, ça me plaît vraiment. Donc ça, c'est vrai que je pense que même si, je parvenais à make it en crypto, je pense que je continuerai à faire des vidéos, je continuerai à faire des lives. Par contre, comme je l'avais dit, c'était dans un de mes lives précédents, je pense qu'effectivement, par contre, je pense, enfin pardon, ça fait beaucoup je pense, je réduirai la cadence. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, c'est vrai que je fais une vidéo par semaine quand je suis pas en vacances ou autre et 3 lives par semaine. Bah, c'est vrai que si, demain, j'ai plusieurs millions sur le compte bancaire, je ferai peut-être plus qu'une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par mois ou deux trois lives par-ci par-là. Mais honnêtement, l'aspect création de contenu et le fait de partager mes connaissances, et cetera, avec les gens, partager ce que je fais, ce que j'aime, et cetera, ça me plaît tellement, je m'amuse tellement à faire ça que je me vois pas arrêter. Réduire la cadence, oui, mais arrêter complètement, je ne pense pas. Ouais. Ouais, j'allais te souligner ça, tu es là un dimanche à 18 h avec nous. Ça prouve réellement que c'est pas des fins monétaires qui t'attirent à la longue et c'est Pas vraiment, du tout. une passion. En tous les cas, Exact. encore merci d'avoir accepté l'invitation. Et aussi, pour donner une idée aux personnes qui nous écoutent, à ta communauté, combien de temps tu consacres justement uniquement aux réseaux sociaux, à créer tes vidéos, à faire tes lives, à peu près, si tu as une idée, juste pour À donner 24 heures sur 24. le grand passionné. Non, mais c'est vrai que il faut être honnête, c'est-à-dire que jusqu'en 2021, j'avais toujours un travail à côté. Hein, donc, je veux dire, je faisais mes vidéos, mes lives et tout ça après journée. Hein, donc, comme tout le monde, j'allais bosser le matin et fin de journée, je faisais ça. Et c'est effectivement à partir de 2021 où j'ai décidé de quitter mon job et de me lancer à temps plein dans la création de contenu, vivre des réseaux, de mes investissements dans la crypto, etc., etc. Donc là, c'est vrai que maintenant, entre guillemets, être présent sur les réseaux, faire des vidéos, faire du contenu, etc. C'est mon travail. Le gros avantage que j'ai, et je continuerai à le dire, c'est que c'est vraiment ce qu'on dit toujours, hein, c'est fais de ta passion ton travail et tu n'auras jamais l'impression de bosser. Et honnêtement, c'est ça, Mmh. c'est vraiment à partir du moment où je crée une vidéo, je poste des threads ou autres sur Twitter, je réponds aux gens, c'est mon travail, mais j'ai pas l'impression de bosser. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas toujours hyper amusant, hein. Il y a des moments où c'est plus embêtant ou autre que d'autres, hein. C'est vrai que des fois, je réponds à 22 h à des gens sur Twitter. C'est vrai qu'à 22 h, je serais peut-être mieux devant une série sur Netflix ou autre. Mais voilà, tant que ça n'empiète pas trop sur ma vie privée, honnêtement, je me vois pas réduire. Donc j'ai pas d'idée de temps que ça prend, mais ça me prend beaucoup de temps. Mais j'aime faire ça et je compte pas Ouais. mes heures parce que je m'amuse, quoi. C'est ce qu'on a dit aussi la semaine dernière. Tu sais, on a reçu Bitcoinio. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la Ouais. vidéo. C'était une super émission. Et tu vois, on a exactement dit ça. C'est quand tu vis de ta passion, le temps passe très très vite et tu Mm. t'en rends pas compte. Hein. Donc, quand c'est sur des sujets qui t'intéressent, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais si vous pouvez le faire, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner dans cette vidéo. Vivez de votre passion. Et Clairement. d'ailleurs, je vous propose de passer sur le sentiment de marché. Qu'est-ce que tu en penses, Inès? On peut Yes, bifurquer ouais, ouais, là-dessus? je vais juste dire, vite fait,
ceux qui veulent retrouver Monsieur TK, je vous affiche le J'ai Twitter partagé ici. Twitter, ouais, voilà, hop. Nickel. Et Et on avait n'hésitez pas juste aussi une si vous avez des question. questions Ouais, dans voilà, le chat. on avait juste une question, donc Nostalgang, qui nous demande c'est quoi comme étude par rapport aux cours que tu donnes dans cette université. À HEC, donc en fait c'est un cours complémentaire sur là. Alors, donc moi, comme je le disais, je donne donc c'est une formation complète qui est donnée par HEC. Moi je donne l'introduction. Il faut savoir que c'est vraiment une grosse formation parce que moi je donne au total 2 jours. Mais la formation s'étale sur un peu plus au total. Hein, quand tu mets tous les cours bout à bout, ça fait plus d'une semaine parce que moi, c'est vrai que je fais la partie intro, vulgarisation, etc. Mais par la suite, tu as des cours qui vont être donnés notamment pour tout ce qui va être les bases du développement, les bases de la programmation. Donc ça va très loin. Donc c'est vraiment en parallèle. Enfin, ça se donne à HEC, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, est pas spécialement directement lié aux études de commerce hein, pour ça. Mais ça se fait. Voilà, c'est quelque chose de très complet. C'est juste que moi, je donne la première partie, mais voilà, ça va apprendre aux gens comment fonctionne, par exemple, un smart contract, mais pas juste un smart contract, ça fonctionne comme ça, comme ça. On va enfin, c'est pas moi qui le fais ça, mais il y a une personne qui fait partie de la formation aussi, qui va leur expliquer notamment comment coder un smart contract, etc., etc. Donc ça va très loin. Et donc c'est pas des études de droit pour le coup, c'est en plus. C'est une option que peuvent prendre les étudiants en plus de leurs cours classiques, quoi. Ok. Hunter, je crois qu'il parlait de ton modo en fait. C'est lui qui fait du droit. Tu disais qu'il était avocat dans la crypto. Je pense que c'était de ça que la Ah, ok. question. C'est Daitri. Vous pouvez lui poser la question. En fait, il a fini en plus. Il est devenu avocat spécialisé dans la crypto-monnaie. Donc, c'est le Ah, ok. modérateur de notre Discord, Daitri. Et c'est Ok. aussi un compatriote belge. Et Dieu sait qu'on en a besoin des avocats spécialisés dans la crypto. Dieu sait qu'on en a besoin. Ça c'est vrai. Et du coup, lui, il a eu le retour qu'il m'a fait. Donc, on a beaucoup discuté. En fait, il m'expliquait que voilà, il n'a pas de spécialiste en face et ça devient compliqué quand c'est les élèves qui commencent à donner des cours aux professeurs. Donc, C'est embêtant. c'était un petit peu embêtant. Donc voilà, je vous propose de passer sur le sentiment de marché. Donc, si tu as déjà vu l'émission, en fait, on fait une analyse rapide du marché et parfois, on donne des indications sur les coins sur lesquels on est rentré dernièrement. Pas de souci. Yes. Ok. Bon, comme vous le voyez ici, au niveau du Fear and Greed, dans la phase neutre, ça fait longtemps qu'on range. Je vais te poser la même question que j'ai posée à nos derniers invités. Comment tu t'es senti pendant cette phase-là de 6 mois, 7 mois qu'on fait rien en fait sur Bitcoin? Est-ce que tu as accumulé ou tu es repassé bearish? C'est quoi un peu tes perspectives et ce que tu en penses? Alors, moi, honnêtement, hormis le fait qu'on s'est ennuyé, parce que c'est vrai que c'est long et il se passe pas grand-chose, et donc, c'est vrai qu'en plus, indirectement, comme moi, je suis créateur de contenu, quand il y a pas grand-chose qui se passe, il y a pas grand-chose à dire, et donc, il y a des moments où tu as l'impression de te répéter jour après jour. Par contre, vraiment, mon sentiment vis-à-vis du marché, il a toujours été, et à l'heure actuelle, il est toujours ultra positif. Moi, je fais partie des personnes qui pensent vraiment que le meilleur reste à venir, que voilà, le marché va clairement partir à la hausse d'ici la fin de l'année ou en début 2025. Donc là-dessus, je suis convaincu. Donc, mis à part le fait qu'on s'est ennuyé et qu'il fallait attendre, j'ai envie de dire, j'ai continué à accumuler, comme tu l'as dit, j'ai continué à accumuler, j'ai continué à prendre des positions sur certains projets, etc., etc. Et je reste pour le moment toujours très très confiant vis-à-vis du marché. J'espère ne pas me tromper, hein, comme toujours. Malheureusement, je ne vois pas l'avenir, donc je peux me tromper. Mais à l'heure actuelle, comme je le dis souvent, j'ai plus l'impression vraiment au niveau de tout ce qui se passe, au niveau des nouvelles, des news, qu'elles soient bonnes comme mauvaises, j'ai quand même l'impression qu'on est plus parti pour un scénario haussier qu'un retour du bear market, etc., etc. Maintenant, ça dépendra bien entendu de l'évolution, notamment des conflits en cours, etc., etc. Mais pour le moment, vraiment, je reste extrêmement confiant dans le marché. Ok. C'est vrai que niveau création de contenu, on est beaucoup affecté quand il se passe pas Mm. grand-chose. Mais on va dire que c'est tombé bien, c'était pendant les vacances de cet été, donc ça permet aussi de respirer. Ouais, c'est clair. Ok, nickel. Est-ce que tu veux peut-être nous partager tes plus grosses convictions pour ce cycle euh, que tu peux expliquer brièvement et pourquoi et ce que tu vises peut-être? Oui, clairement. De manière générale, c'est un point que je trouve très intéressant, c'est le fait comment dire, de surfer les narratifs et surfer la vague. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je pense
que je ne surprendrai personne si je dis qu'il y a des secteurs, des domaines de la crypto-monnaie qui ont quand même plus le vent en poupe, qui sont quand même plus intéressants à l'heure actuelle, je précise bien, que d'autres. Si on reprend par exemple le cycle de 2020-2021, à l'époque c'était très très à la mode, très en vogue, tout ce qui était les NFT, les métavers, on avait les lands, ouais, tout était vraiment dans ce sens-là. Tout allait dans ce sens-là. Et c'était à ce moment-là très intéressant d'être positionné sur des projets en lien avec ces domaines-là, parce que c'était là que clairement l'argent allait. À l'heure actuelle, j'ai quand même l'impression, et ce que je vais dire là ne devrait pas surprendre les gens, mais à l'heure actuelle, on a d'autres secteurs qui ont plutôt le vent en poupe, notamment par exemple les secteurs de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, l'IA, tout ce qui est la dépine, donc c'est-à-dire le fait de fournir de la puissance de calcul notamment par exemple à ces intelligences artificielles. Et donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs les positions que moi j'ai pris pour ce cycle du marché, je me suis positionné principalement sur des projets en lien avec l'intelligence artificielle, la dépine. Et par exemple, je n'ai pas de projet en lien avec le métavers ou d'autres choses dans ce style-là, parce que clairement pour moi, c'est pas les domaines qui vont performer. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si je devais me tourner vers des domaines, ce serait plutôt ceci. Également le narratif des RWA qui semble commencer tout doucement à prendre, mais je pense qu'il y a encore quelques mois de développement et de lancement à se faire. Donc voilà, c'est plutôt vers ce genre de secteur-là que j'irais à choisir, plutôt que sur d'autres secteurs qui potentiellement sont tout aussi bons, mais n'ont pas la hype, le moment. C'est pas le moment d'être placé sur ceci, quoi. OK. Et ça veut dire que en gros, là, quand tu constitues une partie de ton portefeuille, c'est aussi pour surperformer, bah, je suppose, le bitcoin. Donc toi, tu hésites vraiment pas à surfer, sur les différents narratifs? Ouais. Donc il faut savoir que globalement, j'ai un portefeuille qui est principalement constitué de Bitcoin. Parce que comme ça fait donc là ça va faire, on va dire que je suis quasiment à 3 cycles dans l'écosystème crypto, hein, donc comme j'ai commencé en 2016, c'est vrai qu'avec 3 cycles, enfin 2 cycles complets et un cycle en cours, c'est vrai que moi j'ai clairement appris de mes erreurs par le passé et que j'avais clairement pas suffisamment de Bitcoin les premières fois que j'ai été dans le marché. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai un portefeuille qui est principalement tourné vers Bitcoin. Donc comme tu l'as très bien dit, hein, Bitcoin c'est très très bien. C'est clairement pour moi la valeur sûre, mais c'est pas lui qui va faire les plus grosses performances parce que bah il a un market cap de fou et donc ça va être très très difficile de le faire bouger très fort. Et donc indirectement, bah je surfe des narratives pour aller chercher justement la liquidité là où elle est. Mais ça n'empêche que quand même le plus gros de mon portefeuille est en Bitcoin. Et question, tant qu'on parle de halt, est-ce que tu as commis l'erreur, comme beaucoup, hein, d'avoir holdé justement des narratifs du cycle précédent en pensant que la hype allait revenir? Tu vois, moi par exemple, j'ai fait cette erreur avec The Sandbox, avec quelques landes, hein, tu parlais des landes. Est-ce que toi, par exemple, tu as été impacté par rapport à ça? Alors, j'ai été impacté donc lors du cycle précédent. C'est vrai qu'en 2020-2021, j'avais énormément de crypto du cycle précédent, donc du cycle 2017-2018. Et tu l'as très bien dit, je m'en suis mordu les doigts complets parce que bah, la hype ne revient pas ou revient tellement peu que ça valait clairement pas le coup. Et donc, c'est vrai qu'avec le cycle ici qui est arrivé, je n'ai pratiquement plus de crypto-monnaie. Je pense que j'en ai plus qu'une seule qui a bien performé lors du cycle précédent, qui ne performe pas maintenant, ça doit être Atom. Ok. Sinon, c'est vrai qu'à part ça, je n'ai pratiquement que alors je vais dire des nouvelles crypto-monnaies, ou en tout cas des crypto-monnaies qui n'ont pas performé et qui n'ont pas connu de hype lors des cycles précédents. Donc en gros, on peut dire que pour être un bon investisseur dans les crypto-monnaies, il faut au moins passer 2 cycles. C'est presque le vieil adage qui revient souvent, mais c'est un peu vrai, quoi. C'est ce qu'on dit toujours, c'est premier cycle, tu te plantes complètement, et donc tu loupes le bull run, ou tu fais très peu de gains, hein, pas proportionnellement par rapport à ce que tu aurais pu faire. Le deuxième cycle, c'est le cycle où normalement tu as appris de tes erreurs, et donc tu performes quand même un peu mieux, tu parviens quand même à sortir de la liquidité, mais comme bah, tu penses que ça va toujours aller plus haut, bah, tu ne vends pas suffisamment tes positions, et donc bah, tu n'as pas fait le top, entre guillemets, et donc troisième cycle là qui pour moi va arriver, c'est vraiment le cycle sur lequel je compte bien arriver en tout cas à tirer un maximum de profit de mon portefeuille actuel, quoi, clairement.
Ok, bah c'est tout ce qu'on te souhaite et ce qu'on nous souhaite et ce qu'on souhaite aux personnes qui nous écoutent, hein, c'est Mm. justement de prendre aussi, d'écouter les conseils. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission, hein, c'est à but pédagogique, hein, pour justement prendre les conseils des OG, hein, pour avoir, qui ont le plus d'expérience, hein, pour pas reproduire les erreurs, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Moi, C'est très je voulais dur, c'est très très dur. je voulais souligner un petit point, parce que tu as parlé beaucoup de Bitcoin, etc. J'ai pas entendu Ethereum dans, dans tout ça. Comme ici, on est beaucoup orienté DeFi, farming, d'airdrop, Mm. tout ça. Donc voilà, on aime beaucoup Ethereum, on l'utilise au quotidien. Pourquoi pas Ether? Je sais que récemment, tu as dit que tu parlais du fait que, bon, bah, ça a, comme tu dis, moins le vent en poupe. Je pense toujours que tu penses que ça va rester un leader, mais pourquoi tu n'es pas aussi optimiste vis-à-vis d'Ethereum, peut-être? Alors, il faut savoir que j'ai aussi une grosse position en Ether, hein. Donc, clairement, Mm. j'en Ouais, pa- je critique souvent Ethereum, mais j'en ai quand même dans mon portefeuille parce ouais. que, quoi qu'on en dise, à l'heure actuelle, Ethereum, je vais pas dire que c'est comme Bitcoin, mais ce serait fou entre guillemets de ne pas en avoir dans son portefeuille, je pense. Alors même que je ne suis pas ultra convaincu. Là où je pense en fait, c'est Ethereum, comme tu l'as dit, hein, ça reste le numéro un pour tout ce qui est la DeFi, tout ce qui tourne autour de l'écosystème. Il y a énormément de projets qui sont créés sur Ethereum, donc clairement, ce serait fou vraiment de ne pas avoir d'Ether. Par contre, je pense que Ethereum a manqué plusieurs tournants dans son existence, je veux dire, alors que Dieu sait par exemple que je suis absolument pas fan de Solana, mais Solana par exemple a réussi à driver toute la hype à un moment donné des mêmes coins, ce que Ethereum n'a pas réussi à faire, en tout cas n'a pas réussi à reproduire, hein, ils sont passés à côté. On a vu Tron, qui est la blockchain de Telegram, qui est parvenu à créer une hype avec tout ce qui était les tape to earn, ce qui n'est pas arrivé non plus sur Ethereum. Et donc je pense que tout ce qui a été vraiment les gros phénomènes d'innovation et de hype, elles ont été sur d'autres blockchains type Layer One comme Ethereum. Et je trouve que c'est ça un peu qui est dommage en fait. C'est parce que Ethereum à l'heure actuelle, c'est clairement la deuxième plus grosse crypto-monnaie. C'est celle qui a le plus de développeurs, le plus de projets, le plus de DeFi, le plus de total value lock, tout ce qu'on veut. Mais malgré ça, eh ben ils sont quand même passés à côté de pas mal de choses. Et je trouve que c'est ça qui est dommage. Je pense qu'en fait, Ethereum maintenant est devenu tellement gros que ça va être, alors ça restera Ethereum, hein. Ce que je veux dire, c'est je ne dénature pas Ether pour ça, mais il pourra pas, en gros c'est comme quand vous avez un gros bateau et un tout petit bateau. Bah, un tout petit bateau ça peut très vite slalomer de gauche à droite. Un gros bateau, un gros paquebot, un gros porte-container, c'est lancé, c'est sur sa trajectoire et on le fait pas dévier. Bah, Ethereum c'est un peu ça de nos jours, j'ai l'impression. C'est devenu le gros paquebot, le gros porte-container. Il va tout droit, il trace sa route, mais il peut plus profiter des avancées qu'on peut avoir sur d'autres projets parce que bah voilà, il est sur son chemin et Ethereum ça reste Ether, voilà. Donc c'est ça, mais ça ne fait pas quelque chose que je considère de mauvais. C'est juste que Oui, oui, je oui. pense qu'il a loupé des trucs quoi. Moi, dis-toi, bon, récemment, j'avais fait une vidéo, j'ai un peu dig. Moi, j'ai jamais été aussi bullish sur Ethereum que maintenant, avec tout ce qu'on a. Je sais que tu fais beaucoup le parallèle Ethereum Solana Ton, dans le sens où, d'un point de vue, ce qui a drivé le plus de Mm. hype pendant ce cycle d'utilisation, c'est vrai que Solana, d'un point de vue UX, il n'y a rien à dire. On a traîné beaucoup sur cet écosystème. Le wallet, il est génial. Les applications. Et c'est ce que j'aimais pas d'ailleurs, hein. Avant, je n'aimais pas Solana parce que vraiment, quand j'allais sur la DeFi là-bas, c'était ridicule. Alors que là, sur ce cycle, j'ai commencé vraiment à apprécier. Tu vois, je peux déposer Mm. des stables. Il y a des vrais trucs à faire. Mais du côté Ether, je vois aussi énormément de choses. Et quelque chose que beaucoup oublient, c'est que maintenant, Ether s'attend plus vers un settlement layer où on va C'est mettre des ça, layers 2 par-dessus, quoi. Et on a quand même des exactement. layers 2 qui pour moi, en fait, sont ultra beaux. Tu vois, tu regardes des trucs comme Base ou Mm. Arbitrum, à l'heure actuelle, en termes de grandeur, c'est limite si ça rivalise avec un Solana, quoi. C'est Peut-être pas en clair. termes de hype, mais en termes de ce que ça propose, de fees pas cher, la TVL, nombre de users, etc., quoi. Après, il n'y a peut-être pas Après, la culture des mêmes et tout, ouais. après, on n'est pas des états maxi, mais moi je pense qu'en termes de hype, tu sais, toutes les hypes ne sont pas bonnes à prendre. Bien sûr. Et c'est bien qu'il y ait des blockchains qui se spécialisent un peu là-dedans pour comment dire, favoriser diviser les flux et que les Ouais. utilisateurs se retrouvent dans un écosystème qu'ils apprécient. Et moi, je pense que tu vois, par exemple, les tap to earn et tout, je suis limite content que ça ne soit pas arrivé sur Ether. Mais ça, c'est que mon point de vue, ça n'engage que moi, quoi.
Ah, mais je pense que comme tu l'as dit, hein, tout n'est pas bon à prendre. Ça, je suis totalement d'accord. Maintenant, je pense que c'est comme toujours. Si tu te mets du point de vue, et tu l'as dit, hein, pas d'un Ether maximaliste, mais de quelqu'un qui est plutôt favorable à Ethereum, il va te dire que c'était une bonne chose. Et je pense que si on pose la question à quelqu'un qui est plutôt Solana, Oui, proche de Solana, il va dire bah si, c'était évident. Comme tu l'as très bien dit, Mm. l'interface utilisateur sur Solana est mieux. Et je sais pas moi, un gars qui serait sur Tron te dirait bah oui, mais voilà. Je pense que là-dessus, c'est vraiment le débat d'idées en fonction de quelle blockchain on utilise principalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et juste pour conclure sur ce petit débat-là, euh, moi je suis assez contrarié. Tu vois, quand je vois tout le monde aller sur Solana, c'est là où je tire la sonnette d'alarme. Je pense que c'est un réflexe classique, mais tu vois, Solana c'est cool, mais là à l'heure actuelle, à des telles valorisations, je crois que ça vaut, quand on était à 200 $, ça valait 80 milliards de market cap. Est-ce que ça vaut vraiment 80 milliards 90 milliards ou non, c'est aussi des questions, tu vois, que je me pose. Est-ce qu'on n'a pas, genre, tout l'upside de Solana? Peut-être que, tu vois, il s'est fait manger. Alors que du côté Ether, Mm. j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, la rupture qu'on a eu, Bitcoin du dernier cycle, il y a eu un point de vraiment de rupture où c'est devenu Bitcoin, tu vois. Il y a vraiment ce vrai truc qu'on a fait le run jusqu'aux 60 000 $. Euh, et j'ai l'impression que Ether se prépare pour un cycle comme ça, un peu comme sur Bitcoin, parce que je regardais, il y a 3 métriques que je suis, et c'est juste de voir un peu comment la smart money, tu sais, vis-à-vis de cet Ouais. actif. Bah, les ETF, bon, ils ont, il y a zéro buzz sur les ETF Ether, zéro inflow et tout, mais ça reste quand même un outil intéressant. Et je regarde aussi en termes des innovations qui sont fundées par les VC. Je vois que énormément de levées de fonds, ça touche aussi à l'écosystème Ethereum. Et je vois aussi que en plus d'investir de l'argent réel, ils investissent des vraies solutions. Des Base Mm. qui développent des solutions, des BlackRock qui lancent leur fonds d'investissement, enfin, tous ces trucs-là. Genre, personnellement, en tout cas, j'ai jamais été aussi bullish que maintenant sur Ether. Voilà. Mais tu soulignes un point, tu soulignes un point que je trouve très intéressant à un moment donné quand tu as parlé justement des market cap et du fait que ce soit réaliste, représentatif ou pas. Euh, Là, par exemple, si on prend, hein, je viens de regarder rapidement, c'est ce que j'étais en train de regarder là. Si tu prends Ethereum à l'heure actuelle, ça vaut 300 milliards de market cap. Et Mhm. la question, mais c'est vraiment une question ouverte hein, parce que j'ai pas de Ouais, ouais. réponse, mais est-ce que à l'heure actuelle, est-ce que quand tu vois ce que Ethereum propose, tout secteur confondu, est-ce que c'est logique ou pas que ça vaille 300 milliards? Est-ce que vraiment, quand tu prends, parce que c'est ce que j'étais en train de regarder, par exemple des compagnies qui valent 300 milliards, plus ou moins, hein, je vois que tu as Bank of America, donc l'une des plus grosses banques américaines, tu as Mhm. Netflix, tu as Coca-Cola, tu as Samsung, etc. Est-ce que par exemple, est-ce que si on compare, enfin c'est pas comparable, mais est-ce que un Ethereum, est-ce que ça peut valoir une entreprise comme Samsung qui te fait des machines à laver, qui te fait des frigos, qui te fait, je sais pas, plein de choses, des téléphones, tout ce que tu veux. Moi, c'est une question des fois que je me pose de manière globale, hein, je ne vise pas spécialement Mhm. Ethereum là, c'est est-ce que tout ça n'est pas quand même fortement surévalué? Voilà, est-ce qu'un Ethereum, par exemple, à 100 milliards à la place de 300 milliards, donc 3 fois plus petit, est-ce que ce serait déconnant? Alors, bon, ceux qui sont dedans vont me dire, bah non, c'est évident, Ethereum, c'est gros, c'est énorme. Mais au final, 100 milliards, c'est déjà énorme. Donc, voilà, c'est vraiment une question ouverte. Moi, je me suis toujours posé la question des market cap, notamment par rapport à des entreprises. Est-ce que, voilà, et un Ethereum à 300 milliards, est-ce que c'est quand même pas un peu surévalué? Voilà, je sais Non, pas. t'as vraiment raison de soulever ça parce que j'ai des amis qui sont en bourse et tu sais, quand tu investis en bourse, il y a toujours, tu regardes le ratio entre la capitalisation et le bénéfice de Mmh, l'entreprise, etc. Et quand tu vas lui parler de crypto, ça lui tord vraiment l'esprit parce que, tu vois, en termes de valorisation, il y a pas cette même logique. ouais, Je dirais que même en plus, l'écosystème, il n'est pas mature. Généralement, hein, quand on c'est fait vrai. des valorisations, c'est OK, bah lui, ça vaut tant, alors pourquoi lui, il vaut pas autant? Donc, Mmh, lui, bah, il faut qu'il monte aussi haut que l'autre. C'est souvent comparatif. Et ouais, comme tu as dit, c'est difficile, difficile à définir. Et je pense pas avoir de réponse non plus à ce sujet-là. Pourquoi un c'est Ether compliqué comme question. bah, Juste, c'était le but, hein. Le but, c'est de euh, challenger. ouais, après, c'est vrai que Ether, ça sécurise quand même pas mal de réseaux, mais Mmh. c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est surévalué? Ça, Est-ce on que ne ça vaut sait. la même chose que la banque américaine, tu vois? Bank of America, est-ce que c'est normal qu'un projet comme Ethereum soit au même niveau que la plus grosse banque américaine?
il y en a qui vont te dire que oui, parce que comme tu l'as dit, hein, ça sécurise, ça fait plein de choses. Et puis il y a des gens qui disent, bah non, mais je prends l'exemple de Bank of America, mais ça pourrait être autre chose. Bah voilà, Bank of America, c'est une des banques les plus utilisées par les Américains sur tout le territoire. Donc ça rend énormément de services aux gens, beaucoup plus par exemple qu'un Ethereum ne rend de service à l'heure actuelle. Voilà, mais encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est plutôt des réflexions à avoir vis-à-vis de ce que représente le marché, quoi. Mais de toute Et façon, moi, généralement, j'avais juste. Oui, vas-y, Excuse-moi, vas-y. 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 Non, Bah, vas-y, j'avais vas-y. juste une dernière question. Tu nous as dit que tu avais un peu d'Ether. Et est-ce que tu es plutôt du genre à le holder sur un cold wallet ou tu es plutôt du genre à le faire travailler? Et ça, on pourra en parler un peu plus tard. Tu sais, par rapport à la DeFi. Mais déjà, à première vue, est-ce que toi, tu l'utilises ou tu préfères le holder? Ah, Ça comment? je les hold. Je les hold parce que j'ai cette chance, j'ai cette chance que moi j'ai acheté mes premiers Ethers, je les ai achetés à 15 $. Donc à 15 $, bah, je les hold sur un hardware wallet et comme on dit, j'ai pas envie, en tout cas dans ma stratégie d'investissement, j'ai pas envie de prendre des risques De les perdre ou sur autres, un sachant que je les ai eu tellement peu Ouais. chers que voilà quoi. Ok. Ok, ok. Et Vas-y, excuse-moi. Bah, juste pour le chat, on fera une FAQ en fin d'émission. N'hésitez pas à Ouais. retenir un peu les questions. On en prendra au compte-gouttes. Mais histoire de ne pas trop couper, on fera tout ça en fin d'émission. N'hésitez pas à les retenir. Ouais. Du coup, j'allais te demander, est-ce que tu utilises tes Ethers peut-être sur la DeFi? Bah, c'est ce que je viens de demander justement à TK. Ah, Et tu vois, bah, ah, il nous a répondu qu'ils les avaient eu tellement bas qu'il ne veut pas prendre de risque en fait, à les exposer sur des protocoles. C'est bien ça. c'est même ça. du lending AAV. Même du lending AAV, non, ouais, honnêtement, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas, c'est-à-dire que voilà, je suis très content. Alors, en tout cas, les Ethers que j'ai achetés, par exemple, je les ai pas achetés pour me faire enfin, pour les poser en lending. Par exemple, j'utilise d'autres mécanismes que sur Ethereum, par exemple, pour générer des revenus passifs. Hein, c'était le truc. Mais c'est vrai que mes Ethers, non, je les hold et je suis très content de les holder, quoi. Et tu fais pas tourner des nœuds aussi, peut-être? Alors j'en ai fait tourner à un moment donné, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que ça te rapporte royalement entre 4 à 5% à l'année. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, en tout cas moi, pareil, devoir mettre tout en place, le fonctionnement du node Ethereum pour aller chercher 4% à l'année, sachant que j'ai des nodes qui me rapportent généralement entre 30 et 40%, j'ai pas envie de m'embêter, tu vois, à faire tourner un node Ouais, Ethereum, surtout avec le slashing en plus qui peut ouais voilà, arriver tu très rapidement. as les risques de slashing où tu peux Voilà. perdre pas mal. Ouais. Voilà, donc c'est ce que je disais. Le node Ether te rapporterait 15 à 20%, je le ferais. Mais pour aller chercher 4% à l'année avec le slashing, non, quoi. Ouais, ok. Ok, bah, je vous propose juste encore sur le sentiment de marché, quel indicateur tu utilises, toi, TK? Parce que nous, tu sais, on regarde beaucoup enfin, moi, personnellement, je regarde beaucoup le Fair and Grid. On Mm. est très actif sur le Web3 et sur la DeFi. Donc, c'est très intéressant aussi pour nous de regarder un peu les frais de gaz. Et notamment les chartes, moi, je suis celle d'Ether et de Bitcoin. Mais toi, quel indicateur tu utilises? Alors, faut savoir que moi, je suis comme vous avez pu comprendre, ça fait des années que je suis dans l'écosystème. Donc, c'est vrai que moi, je suis pas un trader qui va trader régulièrement, qui va faire de l'activité régulière. Hein. Je suis dans l'investissement long terme. Ça va faire pratiquement 10 ans que je suis sur le marché. Donc, moi, c'est vrai que j'utilise plutôt des indicateurs macro. Donc pour vraiment des positions très très long terme. Donc c'est vrai qu'en termes d'indicateurs à proprement parler, moi ce que je suis beaucoup, c'est tout ce qui va être comment est-ce qu'on appelle ça, tout ce qui est hodl wave et autres, donc tout ce qui va être la détention par exemple de Bitcoin sur le long terme, de voir justement si les Ok. whales sont plutôt en train d'accumuler ou de vendre. Je suis très très fortement le MVRV Z-Score qui permet notamment un peu de tenter de timer le marché, voir un peu comment celui-ci évolue. Le Peace Cycle Indicator, donc qui est pareil, qui est un indicateur très long terme, c'est des indicateurs pour plusieurs mois, plusieurs années, qui permettent un peu de voir l'évolution du marché. Et sinon, c'est vrai que si j'ai envie de m'exposer un peu plus que vraiment de l'investissement long terme, c'est extrêmement banal, mais moi je fais du support, de la résistance et du RSI et du Fibonacci. Et avec ces 4 indicateurs-là, donc vraiment ultra basiques, j'arrive à m'en sortir pas trop mal. Donc je suis D'accord. très content avec mes modestes connaissances d'y arriver comme ça. Très content de Ok. tes performances, alors. Voilà. Ouais, ok. Bah écoute, je te propose de passer sur le sujet suivant. Et donc, tu as fait la petite introduction tout à l'heure en disant que tu gagnais jusqu'à 30-40% de rendement sur les nodes. Et justement, en 2024, quel node conseillerais-tu? Quel node utilises-tu toi?
et justement pour partager avec les gens qui nous écoutent et aussi pour nous, hein, ça peut nous intéresser bien sûr. Bah, il faut savoir qu'effectivement, donc c'est une façon, donc comme il y a par exemple tout ce qui est la DeFi avec le lending et autres qui permet de générer effectivement des rendements passifs en prêtant ses liquidités, il y a effectivement moyen de participer à la sécurisation des blockchains et d'être rémunéré pour cela, parce qu'encore une fois, à partir du moment où vous effectuez un travail, vous allez être rémunéré pour effectuer ce travail-là. Et donc, une des solutions, c'est effectivement tout ce qui concerne les nodes, les masternodes, hein, donc c'est un même nom qui définit plus ou moins la même chose. On a parlé très rapidement des nodes sur Ethereum, hein, parce que pour faire fonctionner le réseau Ether, depuis que celui-ci a quitté le Proof of Work, donc la preuve de travail, et qu'il est passé en Proof of Stake, la preuve d'enjeu, il y a des nodes qui tournent et qui s'assurent du bon fonctionnement du réseau, qui valide les transactions, donc qui s'assure que le réseau Ether fonctionne comme il fonctionne à l'heure actuelle. Et donc ça, c'est un type de node. Et moi, personnellement, j'en ai plusieurs autres, hein. Donc j'ai des nodes sur Flux, qui est une grosse crypto-monnaie liée à la Dépine, et qui permet notamment de faire travailler ces flux, puisque vous allez mettre en gage vos crypto-monnaies en collatéral, et vous allez être rémunéré pour cette activité. En node, là, j'ai du streamer data qui tourne également dans la Dépine. J'ai quoi qui tourne là comme ça de tête? J'ai Morpheus Network dans la supply chain. Ouais. Attends, je regarde vite fait, comme ça je te dis pas de bêtises, hein. Comme ça je t'en donne plusieurs. Je fais du staking d'Atom et d'Axelar, mais là c'est pas directement moi qui ai le node, hein. Je délègue sur un node qui tourne. Et à un moment donné, j'avais voulu monter des nodes sur AGC, ArgoCoin, qui est en lien, un projet de crypto-monnaie en lien avec l'IA. Mais au final, j'ai pas sauté le pas parce que c'était relativement compliqué à monter le node. J'avais pas envie de me prendre la tête, fallait être validé par la team, etc., etc. Donc ça, je l'ai pas fait, mais je m'y suis très fortement intéressé. Donc c'est vrai que c'est plutôt des projets en lien, comme je le disais, avec des narratifs du moment, c'est-à-dire l'IA et la Dépine. Je suis plutôt là-dessus pour le moment. Ouais, tu étais très bullish par rapport à Flux aussi. Ce projet que tu suis depuis pas mal de temps, tu étais un des premiers à en parler justement, je pense, dans l'écosystème français. Moi d'ailleurs, je possède un node Flux, un petit node, hein. Le montant minimum à l'époque c'était 500 Flux, il me semble. À l'époque, attends. Non, au début c'était 10 000 et maintenant les plus petits c'est 1000. Enfin, c'était l'équivalent de 500 $ en Flux, alors je Ouais, sais ça plus. doit être. Ouais, ça doit être plutôt ça. Ouais, c'est 1000 flux alors. Ouais. Ouais, ok. Et ouais, ça, moi, je suis aussi assez bullish sur Flux, notamment le fait de pouvoir louer des VPS décentralisés. Ça, je trouve que c'est une belle avancée. Par contre, il y a des nodes, je sais pas si tu connais Presearch, des choses comme Ouais. ça. J'en ai eu. Ouais, bah, moi, je les ai encore, tu vois. En fait, c'est une perte sèche par rapport à la location du VPS, quoi. Ouais. Mais c'est dommage, le projet sur le papier était pas si mal. Mais tu vois, ça permet de gagner du rendement, mais comme on vient de le voir avec Presearch, par exemple, ça peut aussi comporter des risques. Parce que Exact. ça, on se doit de le rappeler, tous les nodes ne sont pas rentables. Et comment tu fais, toi, ta due deal par rapport à ça? Comment tu estimes la rentabilité d'un node? C'est difficile quand même comme question. C'est très difficile parce qu'en fait, ça va dépendre de ta stratégie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas toucher les récompenses, c'est exactement la même chose que dans la DeFi. À partir du moment où tu touches la récompense, est-ce que tu la retransformes par exemple directement en stablecoin ou est-ce que tu la réinvestis pour faire grossir ton bag, etc., etc. Et donc, en fonction des décisions que tu vas prendre et de la façon dont tu vas gérer ton portefeuille, ça peut être plus ou moins intéressant. Pour te dire, voilà, Presearch, moi j'ai eu des nodes comme toi. Donc pour le coup, au niveau de la due diligence, le projet vraiment avait l'air intéressant. Ça fonctionnait bien. D'ailleurs, j'ai fait tourner pendant à mon avis, des années le node. Ouais. Mais comme tu l'as dit, à partir du moment où tu es payé en crypto-monnaie, hein, parce que je rappelle qu'à partir du moment où vous faites tourner un node, vous êtes payé dans la crypto-monnaie du node en question. C'est vrai qu'à partir du moment où la crypto-monnaie dévalue et perd de la valeur de plus en plus, ok, vous êtes payé en crypto, donc vous touchez de la crypto-monnaie, donc ça c'est cool, mais si la crypto-monnaie que vous touchez, elle perd de la valeur jour après jour, c'était peut-être pas le meilleur investissement. Et donc typiquement, comme tu l'as très bien dit, Presearch, c'est vrai que le projet ne fait que baisser, bien qu'intéressant sur le papier, hein, ça reste un moteur de recherche totalement décentralisé, etc., etc., mais ça ne prend pas. On l'a vu d'ailleurs avec Brave, qui est lui un navigateur. Sur le papier, c'est génial. Je veux dire, le navigateur Brave, ça fonctionne bien, c'est génial, c'est bien pensé. Le système de rémunération est bien fait, mais ça prend pas parce que voilà, je crois que soit c'est trop early, soit c'est pas du tout. Les gens se voient pas aller sur ce genre de choses, quoi.
Ok. Tu parlais de streamer ou streamer, je sais pas si je prononce C'est Streamer. ça. Est-ce que tu fais un suivi au niveau de tes nodes ou à un moment tu te dis bon bah là ça fait 6 mois que je tourne mon node, les mecs ils ont pas ship des nouveaux trucs ou ils font de la merde, bah boum, je take down le node, je vends mes trucs et basta. Oui, clairement, c'est le suivi. En fait, voilà, c'est ce qu'on disait. Moi, je fais beaucoup plus d'analyse fondamentale que d'analyse technique, et donc suivre l'évolution de comment évolue le projet, comment ça bouge, qu'est-ce qui se passe dessus, etc. C'est important parce qu'à un moment donné, tu peux avoir à un moment donné un projet, par exemple, qui est super intéressant au point de départ. Tu décides, en partant du principe qu'il propose des nodes, hein, tu montes des nodes, ça commence à te rapporter un peu d'argent. Soit tu le réinvestis, soit tu le retires en stable, enfin t'en fais ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si le projet, tu vois que ça stagne, ça n'évolue plus, bah à un moment donné, c'est ce que tu as dit, faire tourner des nodes pour un projet qui prend pas ou autre, bah ça n'a pas d'intérêt. Donc à un moment donné, il y a effectivement cette décision où on se dit, tiens, est-ce que ça vaut toujours le coup de faire tourner le node et indirectement de générer des rewards, mais également de dépenser de l'argent parce que bah, pour faire tourner le node, il te faut une machine, soit que tu loues, soit que tu fais tourner chez toi. Donc bah si tu la loues, tu payes la location. Si tu la fais tourner chez toi, il faut payer l'électricité. Ce qui est bien, c'est qu'un node, ça consomme pas trop niveau courant, mais bon, il y a quand même une dépense. Et donc, à un moment donné, il faut prendre la décision. Et donc, typiquement, par exemple, Presearch, j'avais des nodes Presearch qui tournaient. À un moment donné, j'ai vu que malgré toutes les bonnes volontés du monde, bah, le projet, malheureusement, ça prend pas. Peut-être que ça prendra plus tard, mais là, à l'heure actuelle, ça prend pas. Et bah, j'ai décidé de stopper les nodes et de vendre autant le collatéral, donc l'argent que j'avais mis en gage, enfin les coins que j'avais mis en gage, plus les rewards, parce que j'avais pas vendu les récompenses, j'étais plutôt en phase d'accumulation. Et là, c'est vrai que pour Presearch, bah, il faut être honnête. Pour le coup, moi, ça a été clairement une perte sèche, parce que les prêts qui étaient le coin maison, je les avais achetés bien plus cher que ce que je les ai vendus. Et là, pour le coup, bah ouais, voilà, ça fait partie des mauvais côtés. Faut pas imaginer qu'on ne fait que gagner de l'argent, parce qu'encore une fois, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, quoi. Et pour revenir aussi, tu parles beaucoup de nodes d'épines. Je parlerai peut-être un peu après de d'autres nodes, mais côté d'épines, moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser. Et le plus souvent, c'est louer, enfin mettre à disposition son GPU. Les puissances de calcul. Donc, cette année, on a eu des projets. Je ne sais pas si tu as suivi Ionet, Oui, peut-être. si. J'avais farmé l'airdrop, j'avais mis mon GPU à disposition, etc. Ça a été plutôt lucratif, donc très cool. Est-ce que tu utilises des solutions comme ça pour prêter tes GPU? Est-ce que tu as déjà testé? C'est quoi peut-être ton retour dessus si tu as quelque chose à dire? Ouais, bah, t'as totalement raison. C'est vrai que Ionet, c'était à un moment donné le projet d'épine qui avait clairement la hype, le vent en poupe, tout le monde en parlait, c'était vraiment un gros projet. Et donc effectivement, il y avait le but de Ionet, c'était de mettre de la puissance de calcul à disposition d'autres personnes pour notamment tout ce qui est l'entraînement de l'IA, du deep learning, etc., etc. Et donc tu pouvais mettre à disposition du réseau la puissance de calcul de ta carte graphique. Il faut savoir que c'est vrai que quand on parle de d'épines, ce qui revient en premier, c'est la puissance de calcul, parce que c'est celle qui est utilisée par l'IA et c'est ce qui parle au plus de gens. Mais il faut savoir aussi que en fait, la dépine, c'est fournir des ressources à un réseau. Donc, ressources, peut être puissance de calcul, mais on a des projets, par exemple, comme SIA, StorageX, etc., qui eux sont spécialisés dans le fait de fournir de l'espace de stockage. Donc, si tu veux avoir un système à la Dropbox, à la Google Drive, mais en version décentralisée, bah, il y a des gens qui mettent à disposition de l'espace de stockage gratuit, enfin pas gratuitement, mais que tu peux aller louer, et donc eux sont récompensés en crypto-monnaie pour ça. Tu as la puissance de calcul, tu as de la puissance RAM, tu as de la puissance processeur, etc., etc. Donc en fait, la dépine, c'est un nom pour un secteur qui est très large, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai mis à disposition de la puissance de calcul via mes cartes graphiques sur plusieurs projets. Moi j'avais tenté donc sur Flux qui en propose, mais j'avais essayé aussi LivePeer qui permet de faire du traitement vidéo et du traitement pour jeux vidéo via leur système. J'avais fait qu'est-ce que j'avais fait encore en fourniture de puissance de calcul. J'avais testé Ionet, mais j'avais pas insisté. Il y en avait un autre. C'est un peu galère. Hein. C'est un peu galère, honnêtement. En fait, il n'y avait pas tous les GPU qui étaient répertoriés sur Ionet. Et je pense que comme tu étais dans mon cas mineur de l'ancien cycle, tes GPU n'étaient pas forcément dessus, non? C'est pas. Je sais plus. En fait, je sais que j'avais commencé à le faire tourner, et puis ils avaient fait une update, il y avait un changement, et j'avais pas fait l'update, et j'avais laissé tomber. Et c'est vrai que j'avais même pas été jusqu'à l'airdrop ni rien. Je sais qu'il y a eu un airdrop, comme tu l'as très bien dit, mais j'avais même pas été jusque là parce que au final, j'avais laissé tomber très rapidement, quoi.
Et tu sais, vu qu'on parle d'airdrop, tu sais que sur notre chaîne, on parle beaucoup d'airdrop, notamment Red, Ilyes et moi-même. On n'est pas Bien sûr. spécialisé là-dedans, mais c'est du rendement complémentaire à tout ce qu'on fait au niveau DeFi. Au niveau des masternodes, des nodes ou même de l'allocation des projets d'Epine, est-ce que toi tu joues comme You.net, est-ce que tu joues des airdrops en faisant tourner un node? Je pense notamment à Flux, je connais la réponse. Je sais qu'on a eu pas mal d'airdrops, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça que tu joues ou qui ont annoncé des airdrops pour les personnes qui participent? Alors, de manière générale, il y en a souvent, en tout cas sur des projets qui se lancent. Donc forcément, quand tu as des projets qui débutent, par exemple, qui veulent attirer des personnes, hein, c'était le cas d'Ionet, tu dis venez fournir de la puissance de calcul, venez faire quelque chose, et en échange, on va vous filer un airdrop. Donc c'est vrai que moi, j'avais participé notamment au projet Massa, qui est un projet notamment avec des nodes où il y avait airdrop, et indirectement, là où j'ai vraiment eu le plus d'airdrop que j'ai pu toucher, mais ça touche pas la dépine là pour le coup, mais c'est sur l'écosystème Atom, parce que effectivement la plupart des projets qui se lancent sur Atom pour attirer les investisseurs et les gens et faire parler d'eux, ils réalisaient des airdrops. Et c'est vrai que début 2024, on a eu pas mal d'airdrops. En 2023, on en avait eu pas mal également sur Atom. C'est notamment pour ça que moi je m'étais positionné sur Atom, parce que je trouvais que c'était un layer one plutôt sympa, mais surtout il y avait énormément d'airdrops qui étaient distribués, où en fait tu pouvais largement récupérer ton investissement de base rien qu'avec les airdrops, quoi. Ah, toi, tu as eu la première génération des airdrops, les Osmosis, les trucs comme ça, ouais? Exactement. Ouais, du coup, ouais. Ça devait être C'est la belle époque. Et tu vois, quelqu'un avec tes compétences et ton expérience, t'as pas joué, toi, justement, le lancement en testnet des nodes Celestia, des choses comme ça, pour être éligible à... Tu sais, c'est des testnets incentivés. Ouais. Et il y a des personnes qui l'ont joué, ça leur a changé leur vie. Hein. Ils ont eu des grosses allocations, il fallait être sélectionné, c'était assez complexe. Mais est-ce que toi, tu vises des projets comme ça, peut-être même en tant qu'ambassadeur, ou est-ce que c'est d'actualité? Alors je l'ai pas joué honnêtement, donc tout ce qui était Celestia et compagnie, donc j'ai participé aux airdrops classiques comme monsieur, madame, tout le monde ont pu obtenir, mais c'est vrai que j'ai pas lancé les nodes, en tout cas j'ai pas participé pour avoir un node pour l'avoir fait. Par contre, c'est vrai que sur d'autres projets, j'ai tenté de le faire, notamment par exemple AGC dont je parlais, dont j'ai pas participé, mais où j'ai commencé à m'y intéresser parce qu'il fallait un gros collatéral, donc j'avais commencé à discuter avec des membres de la communauté que je connais bien pour voir si on pouvait pas se réunir pour réaliser le collatéral, etc. Donc c'est vrai que je l'ai pas fait, mais comme tu l'as dit, si vous avez la capacité de le faire et accessoirement des fois les finances pour le faire, ça peut être très intéressant parce que clairement les rewards des nodes peuvent être tellement énormes que ça peut changer des vies clairement. Ouais, clairement, ouais. Je pense notamment à tous les nodes qui sont en testnet avant le lancement du mainnet. Ça peut être intéressant, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont la capacité et l'envie, hein, parce que moi je pense que c'est donné à tout le monde tant qu'on a l'envie. Intéressez-vous à ces sujets, ça peut être très gratifiant. Oui, et comme tu dis, et en plus là tu parles de très très gros airdrops. Ah vas-y. Non, excuse-moi. En fait, j'ai un décalage, je bug. Tu peux continuer. Non, vas-y, tu peux y aller. Non, je disais qu'il y a plein de nodes à faire tourner. Après, rares sont ceux qui sont lucratifs, mais dès qu'en fait tu touches une allocation, donc je pense à Engen Layer, je crois que c'est une allocation de près de $2000. Celestia, il y en a, je sais plus c'était combien, mais c'était énorme. Voilà, on en a eu énormément qui ont très bien payé, donc c'est rare, mais dès que ça arrive, généralement, c'est ça. le jackpot. Tu dois en farmer 10 pour en avoir un qui paye, mais il y en a un qui paye qui te rémunère largement les 10 que tu as fait et qui ont rien apporté. Après, c'est pas si simple, parce que quand on lance un node, on pense tout de suite au revenu passif, on lance le node et on s'en occupe plus, mais c'est pas si simple. Je pense notamment à Celestia, il fallait vraiment que le node tourne sans erreur. Et en plus, après ça, ils ont fait une sélection sur un échantillon de personnes, et très peu de personnes ont été éligibles, mais ceux qui ont été éligibles, ça a payé. Mais dis-toi, moi je suis rentré vraiment dans l'engrenage, comme disait Monsieur TK, c'est 10 et t'en gagnes 1. Et moi j'en ai fait 5 d'affilée, 5 qui étaient flop. Et tu vois, à ce moment-là, je me dis, bon, j'arrête. Et au final, t'arrives pas, tu sais, à la fameuse récompense. Et il y en avait un, je crois que c'était Chardéum. Vraiment, depuis, j'évite les nodes où je les délègue. Et c'était une expérience pour mettre à jour, c'était une torture. Le testnet, il était à moitié fonctionnel. Et je te parle d'un truc, c'était un node qu'on a fait tourner, ça va faire presque 2 ans que le testnet est live. Ils ont toujours pas sorti le mainnet, donc des fois ça peut arriver ça, quoi. sur des projets. Ouais.
Donc, juste pour clôturer cette petite partie sur les nodes, actuellement, on peut dire que Flux, StreamAir sont des nodes qui peuvent être intéressants. Après, ça va dépendre aussi du marché. Hein. C'est comme à l'époque quand on minait de l'Ether. Hein, quand on minait de l'Ether à 75 $, après 2018, tout le monde nous crachait à la gueule, j'ai envie de dire, excusez-moi pour les C'est termes. ça. Mais quand il est passé au-dessus des 600 $, bah, c'était plus la même histoire. Et bon, ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, ils sont passés en proof of stake. Mais donc, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais enfin, Flux, StreamAir, peut-être un autre, je ne sais pas. Bah, je dirais de manière générale que le plus simple, ça reste le staking, où tu participes à des nodes sans avoir à te prendre la tête avec la configuration de la machine. Donc, c'est tout ce qui est le fait de déléguer. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as tes propres nodes, bah, tu peux avoir, en plus, accessoirement, ça peut te donner la possibilité d'avoir comment dire, ton propre, allez, pas ton propre réseau, mais tu peux valider directement, introduire tes propres transactions, etc., etc. Donc c'est vrai que ça, en plus de l'argent, ça apporte d'autres avantages. Hein. C'est comme avoir un node sur le Lightning Network, ça te permet d'interagir avec le réseau Lightning du Bitcoin, etc., etc. Donc c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que moi, je suis positionné sur cela. Mais il y en a plein. Je veux dire, il y a plein de nodes auxquels je participe pas. Moi, je dirais qu'à partir du moment où le coin, enfin le projet vous rapporte plus que ça ne vous coûte en dépenses, et accessoirement que le projet est un tant soit peu sérieux et qu'il ne se casse pas la figure complètement, en tout cas, je vois pas de raison de pas le faire, puisque encore une fois, c'est une façon de générer de façon passive des rewards. Bien entendu, encore une fois, si le projet s'effondre, bah là, vous avez tout perdu. Par contre, si le projet prend un peu de valeur et devient intéressant, bah là, vous gagnez deux fois, parce que vous gagnez sur le collatéral que vous avez mis en gage, et accessoirement sur les récompenses de nodes qui prennent elles aussi de la valeur. Donc ça, c'est soit on gagne beaucoup, soit on peut perdre beaucoup. C'est un peu ça le risque au niveau des nodes, quoi. Ouais, il n'y a pas de solution miracle, on va dire. Ah C'est un peu non, ça, ouais. si c'était aussi simple, tout le monde, comme Rassuré. d'habitude, hein, tout le monde le ferait. Par contre, j'ai juste abordé rapidement les airdrops qui ont été donnés par Flux. C'était super intéressant. Je pense que tu les avais touchés aussi. Et Mm. je me rappelle qu'il y avait une période où on claimait assez régulièrement des petits airdrops et ça faisait plaisir. Et il y en a eu 10 au total sur Flux. Ouais. Il y a eu 10 fois. En fait, en gros, si tu as participé aux 10 airdrops, donc que tu as fait vraiment les 10 airdrops de Flux, en fait, tu as doublé ton bag. Parce que en fait, c'était à chaque fois, ça représentait un pourcentage de ton portefeuille, qui au final, après les 10, t'amenait à 100%. Donc ça veut dire que si tu avais au départ, je caricature, mais tu avais 1000 Flux, et ben au bout des 10 airdrops, tu avais doublé ton bag, tu avais 2000 Flux, plus en plus des Waouh. deux autres avantages, etc., etc. Mais tu as vraiment doublé ton bag, entre guillemets, à rien faire. Ouais, clairement. Ouais. Ok. Ilyes, tu as encore des questions de ton côté? Oui, je voulais juste terminer sur les nodes, juste pour voir si peut-être il a suivi en ce moment. Il y a beaucoup de ventes de nodes. Je sais pas si tu as vu Aetir, le projet Oui. d'Epine, où tu achètes des licences, etc. Moi, j'avais fait ça, donc ça a été très lucratif. Mais c'était le premier, c'était le premier projet qui mettait en place, tu sais, ce système de on lève des fonds et en échange, on te donne une licence de node. C'était Xai Games, du coup, une Layer 3 sur Arbitrum. Mm. Ça s'est bien passé, mais on a de plus en plus comme ça des nodes. Donc, je pense à Aetir pour du Dépine. On a un projet au-dessus de ZK Sync Sofon Ouais. qui fait ça. Est-ce que toi, tu as pris place à ces ventes de tickets, entre guillemets, pour pouvoir valider le réseau? Parce que en vrai, tu fais tourner un node, mais tu es payé, entre guillemets, par de l'émission de la supply et C'est tu n'as ça. que 30% du supply. Enfin, c'est pas vraiment du node, mais est-ce que peut-être c'est quelque chose qui t'a intéressé, toi? Pas du tout, parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est pas vraiment du node. En fait, tu obtiens un droit, en fait, tu payes un droit d'entrée, un droit de validation du réseau. Et même si, par exemple, j'apprécie énormément le projet AirTier, tu vois, par exemple, c'est un projet que je considère qui est très bon, qui est intéressant. Donc ça, vraiment, je remets pas en compte ça. Par contre, le fait, voilà, de sélectionner les gens qui vont pouvoir valider le réseau, alors qu'au contraire, un réseau, il devrait être le plus grand possible, le plus décentralisé. Et donc, que tout le monde puisse y accéder, enfin, le plus de monde possible. Je trouve que ça, c'est contre-productif et je trouve que c'est dommage. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, même si le projet reste intéressant. Mais je pars du principe que justement, quand on met à disposition, que ce soit des nodes ou de la puissance de calcul, si c'est du minage, le but c'est d'avoir un max de gens et pas de limiter ça à quelques élus qui ont payé le droit d'entrée, quoi. Mais donc voilà, j'en Ouais, participe pas parce que ça m'intéresse pas. ok. Ouais, parce que le projet, la AirTier, c'était un peu shady. Je crois qu'ils ont levé, tu sais, 60 millions en Ouais, private, enfin en public sale. Il y a eu des scandales comme quoi les VC qui étaient dans leur round privé avant ont réussi à avoir les. Mais tu sais, il y a un système de tiers quand tu achètes les c'est nodes. ça, ouais.
Et donc, plus tu arrives tard dans la vente de node, enfin, tu achètes le 60e, et ben, il sera moins cher que celui qui achète la Bah centième oui, clé du node et tout. je trouve Et, pas ça, je trouve pas ça juste du tout, quoi. et ils ont toujours pas délivré, il me semble, le logiciel pour faire tourner le node en plus. Hein. Mm. 6 mois après, donc ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de red flags comme ça, des projets qui essaient de gratter beaucoup pour ce genre de node, entre Mm. guillemets, même si tu achètes des tokens à un discount. C'est ça. Donc, ouais. Ok, c'est bon, j'ai plus rien à Ok. dire. Juste pour les notes, donc vous pouvez les monter vous-même via VPS ou même sur votre machine. Moi, ce que je déconseille, toujours, moi je prends toujours un VPS pour monter un node. Et il y a aussi des solutions clés en main. Je pense notamment à notre ami Bryce Node. Il nous avait dit qu'il serait peut-être là dans le chat. Il n'est pas présent, mais petite dédicace quand même. Il y a pas mal de solutions qui permettent aussi de jouer les airdrops du côté des nodes. Et je vous invite à les regarder de ce côté-là. Et tu as parlé de minage, donc ça permet de faire la transition. Le minage en 2024, est-ce que c'est toujours d'actualité? Nous, on sait que ça a miné du Alephium assez tôt, donc je connais aussi cette réponse. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au fait de miner en 2024? Honnêtement, c'est très très compliqué pour un particulier à l'heure actuelle de miner. C'est-à-dire que contrairement aux belles années qu'on a connues par le passé où le minage était d'office super rentable, je veux dire, tu lançais la machine sur n'importe quoi, tu étais sûr de gagner de l'argent. De nos jours, c'est beaucoup plus compliqué. À l'heure actuelle, il n'y a pas énormément de coins qui sont rentables, voire quasiment aucun, que ce soit en minage GPU, CPU ou même ASIC, à moins d'avoir un tarif électrique extrêmement intéressant, extrêmement préférentiel. Donc, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est plus comme avant. En tout cas, pour le moment, vu la situation actuelle du marché, etc., c'est très compliqué. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui voudrait se lancer dans le minage maintenant, de manière générale, je peux pas lui conseiller. En tout cas, je peux pas lui conseiller en faisant ça chez lui. À moins qu'il ait des énormes avantages au niveau de son tarif électrique. Hein. Par exemple, c'est un agent EDF, donc il Oui, paye que voilà. 10% de sa facture, ou je sais pas moi, il a une éolienne et des panneaux solaires sur tout son toit, et donc il a une production d'électricité qui lui permet de quasiment pas avoir d'avoir énormément de surplus et donc de pas payer pratiquement pas d'électricité. À l'heure actuelle, en fait, le minage, il est vraiment tourné vers les professionnels. Donc tout ce qui est les fermes installées, les fermes de minage installées à l'étranger, où là, par contre, on a tous les avantages des économies d'échelle, du fait d'avoir de l'électricité à un tarif avantageux, etc., etc. Donc, à l'heure actuelle, vraiment, c'est très très compliqué. On n'est plus sur les belles années. Peut-être que ça reviendra, hein, c'est comme on dit toujours, si à un moment donné on a un projet de crypto-monnaie en proof of work qui vient tirer son épingle du jeu et qui permet par exemple d'être très intéressant, très rentable, qui suscite pas mal d'intérêt, voilà, ça peut être intéressant. Donc la seule solution à l'heure actuelle au niveau du minage, c'est de faire ce qu'on appelle du spec mining, c'est-à-dire d'aller miner des crypto-monnaies de façon très early pour les miner avant qu'elles ne soient connues. Hein. C'est notamment comme ça que moi j'ai miné du Caspa, j'ai miné du Alephium, comme tu disais, donc j'en ai miné avant que ça ne devienne des projets beaucoup plus mainstream, etc. Et donc là, ça peut être intéressant, mais ça reste un très gros pari, parce que pour le coup, quand tu mines du Caspa, de l'Alephium, quand ça se termine bien, bah oui, tu peux gagner de l'argent, tu peux même gagner beaucoup d'argent. Par contre, au contraire, ça arrive, il y a des moments où tu vas miner des crypto-monnaies qui, elles, vont jamais exploser ou vont jamais rien faire. Et donc là, clairement, tu as payé de l'électricité parce qu'il faut bien faire tourner les machines. Et là c'est beaucoup moins intéressant. Donc c'est plus le minage comme on l'a connu, tranquille, pépère à l'époque où on faisait de l'argent à rien faire. Ça a vraiment changé pour le moment, quoi. Ok. Et par rapport au spec mining, tu conseilles des plateformes ou des forums pour pouvoir aller se renseigner sur les nouveaux projets? Parce que souvent, en proof of work, il y a des projets où tu n'as pas le choix finalement de miner les coins. Ouais. Et donc, tu prends le risque de miner à perte pour pouvoir peut-être spéculer sur une hausse. Hein. C'est comme si tu achetais un coin assez précoce, quoi. Mais du coup, est-ce que tu conseillerais une plateforme pour aller se renseigner, pour faire des recherches? Moi, je sais qu'à l'époque, j'utilisais Watomin. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Et je regardais à peu près les stats en fonction de mes GPU. Mais bon, là j'ai pas regardé depuis pas mal de temps. Et je sais pas Maintenant, si... c'est plutôt hashrate.no, hashrate, Ok. donc comme le hashrate.no. Et là, c'est l'équivalent en fait de what to mine, mais la version, on va dire, mise à jour. Donc là, ça permet déjà de se faire une bonne idée de ce qu'il est possible de miner, avec quelle rentabilité, en fonction de son tarif électrique, en fonction de son matos, etc., etc. Généralement, également, les projets, quand ils commencent un petit peu à être connus, ils sont listés là-bas, donc on peut les retrouver. Mais sinon,
Exactement, c'est ça, hashrate.no, c'est celui-là. Mhm. Donc c'est vraiment un peu la bible des mineurs pour estimer leur rentabilité, voir un peu comment ça se passe, et cetera, et cetera. Mais c'est vrai que quand on veut dénicher des coins avant tout le monde, donc bien avant que ce soit listé, notamment sur ce genre de site, la référence, ça reste toujours Bitcoin Talk, Bitcoin Ouais. Talk qui est le forum de base d'annonce des projets de crypto. Mais là, par contre, voilà, c'est un forum, il faut fouiller, il faut chercher. Il y a pas mal de scams, il y a pas mal d'arnaques, donc c'est compliqué, mais vraiment, quand on veut faire du spec mining et donc essayer de dénicher des cryptos avant tout le monde, bah, il n'y a pas le choix. Il faut aller sur ce genre de site pour les trouver avant les autres, quoi. Ok. Et toi, du coup, tu as tout débranché alors, si je comprends bien. Alors non, là je fais Non? tourner un peu en spec mining, mais plus comme avant. C'est-à-dire que là pour le moment, on a de la chance. Là l'hiver revient, donc il recommence à faire froid. Donc l'avantage des machines, c'est que bah ok, elles consomment de l'électricité, mais elles produisent, pardon, pas provoquent, elles produisent de la chaleur. Donc à partir du moment où par exemple il faut consommer de l'électricité pour faire soit tourner un bête radiateur, soit tourner Ah bah bien des sûr. machines, voilà, autant faire Je tourner sais les pas machines ça. qui rapportent un truc et Tu sais que potentiellement pour j'ai voilà un truc. chauffé ma maison pendant presque 3 ans. D'ailleurs, tu avais fait à l'époque une vidéo, je sais pas si tu te souviens, et tu demandais à tes membres de t'envoyer des photos de rig. Bien sûr, je me souviens Et très bien. ouais, je t'avais envoyé des photos et en t'expliquant que justement, moi, je chauffais grâce à ça. J'ai chauffé pendant 3 ans. Et en plus de ça, ben, c'est devenu très rentable par la suite. Mm. Donc ouais, ça peut être une solution hein, en hiver hein, si vous voulez faire du spec mining, miner des cryptos assez early et vous chauffer en même temps. Ça peut C'est être une ça. solution. Si vous avez des rigs qui tournent, n'allez peut-être pas investir dans des nouveaux rigs très Voilà. onéreux. Si vous avez déjà le matos, c'est bien. Voilà, Mais c'est acheter ça. du matos maintenant, comme je disais, c'est peu rentable. Donc ça va vous faire un trou dans le portefeuille. Non, si vous avez déjà le matos, que vous l'avez amorti, pourquoi pas. Si vous n'avez pas le matos, en tout cas à l'heure actuelle, c'est pas le meilleur des investissements. Ouais, c'est devenu peu commun le mining en 2024. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était vraiment, Mm. en tout cas, moi, ma porte d'entrée, c'était vraiment le minage Bitcoin, hein. On m'a C'est dit, je peux clair. rien faire, mon ordinateur tourne et je gagne de l'argent. Mais bon, aujourd'hui, ça a changé. Moi, je voulais revenir sur le spec mining, parce que je suis pas du tout. Enfin, je connais pas. Enfin, je connais, mais j'ai jamais fait. Est-ce que c'est encore, si tu veux, un moyen entre guillemets de tirer son épingle du jeu, comme ce qu'on pourrait avoir avec des gens avec des stratégies DeFi, des gens avec du trading, des gens avec du spec mining, un Mm. moyen quand même de dégager une belle source de Ah revenus, oui. en tout cas des beaux plays à faire. Ah oui, oui, bah, quand tu prends par exemple Caspa, donc Caspa qui était à l'époque un projet qui n'était pas connu, qui était même pas listé sur les plateformes, hein. Donc au début tu en minais, ça avait même pas de prix, et tu sais, tu en minais quoi, je sais pas moi, 50 000 par jour avec une petite installation. Quand tu vois que maintenant J'imagine. le Caspa est à 10 centimes et que tu faisais 50 000 Caspa par jour, bah oui, tu peux, encore une fois, quand ça marche bien, quand as spec miné un coin qui prend de la valeur comme un Caspa, tu peux sortir des prix de dingue. Donc, je Après, pense faut que le le spec hold mining. jusqu'à là-bas aussi. Quoi? Faut le hold jusqu'à qu'il arrive aux 10 centimes. Oui, mais même parce que, imagine même, c'est ce que je disais, imagine tu faisais 50 000 casses par jour. 50 000, voilà, si même t'en vends 50 000 à 1 centime, puis 50 000 à 2 Bah oui. centimes, enfin tu vois, Ouais, t'es ouais. même pas obligé de holder, tu peux déjà te faire des très gros multiples Mm, mm. en vendant petit à petit sur la hausse. D'ailleurs, c'est ce que Mais la plupart des mineurs font, hein. Ils holdent généralement, pas jusqu'à la mort. voilà, généralement, ce que tu fais, tu vas miner plein de petites monnaies comme ça et tu les hold et dès qu'elles font un x10, tu les vends. Mm. Généralement, c'est un peu ça qu'on fait. Ouais, Ok. Moi, j'avais miné dernièrement du Neurai et du XNA. C'était ouais. une monnaie à proof of stake, proof of work, pardon, et basée sur l'IA. Enfin, c'était plutôt la dépine. Par contre, Ouais. c'est un flop total. Il faut être aussi conscient qu'il y a des loupés, hein. Exactement, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est très très particulier le spec mining et c'est un peu comme pour les airdrops, tu vois. Tu vas en miner 10, s'il y en a un qui performe et qui performe bien, il pourra rattraper les 10 autres, mais tu peux en miner, comme tu l'as dit, si tu en mines que 9 et que les 9 sont des flops et que t'as pas miné le dixième qui est celui qui Bien explose, sûr, bah, hein, c'est une ouais. perte complète. Donc c'est encore une fois Mm. pareil, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. C'est très très compliqué de le spec mining pour que ça rapporte gros. Mais pareil que les airdrops, il y a des moments où ça paye et ça paye très très bien. On a des gens dans la communauté, pareil, qui ont pu clairement changer de vie parce qu'ils ont spec miné 2-3 coins qui ont bien perf par la suite, quoi. Ok, ok. Bah, si c'est bon, je vous propose de passer au sujet suivant. Qu'est-ce que t'en penses, Ilyes? On peut. Let's go.
Let's go, Ok, let's go. donc revenu passif, donc les nodes, les masternodes VS contre la DeFi. Quel est ton point de vue? Donc on a un peu une idée. Tu nous as dit que tu Ouais. faisais pas travailler tes Ethers, donc je pense que on a un peu Ah, notre mais idée. vas-y, Vas-y, je te laisse vas-y. terminer. Bah, j'en déduis en fait que tu es plutôt à faire tourner des nodes qui te font des gros rendements type 30-40%, mais tu es plutôt sécure au niveau de tes coins, quoi. En fait, ce que je dirais, c'est que de toute façon, en fait, il y a tellement de secteurs et de domaines variés dans la crypto-monnaie, comme tu l'as dit, hein, pour générer des rendements passifs, qu'en fait, à un moment donné, tu peux pas être partout. Tu peux pas être Mhm. partout et tu peux pas être sur tous les coups. Tu peux pas faire toute la DeFi, tous les airdrops, tout le minage, tous les nodes, tous les trucs. Donc à un moment donné, comme on dit toujours, il faut choisir ses combats. Comme moi, je suis relativement ancien dans la crypto, c'est vrai que voilà, en 2016, il n'y avait pas la DeFi, hein, donc ça existait pas. On avait les premières bribes de DeFi et encore, ça avait rien à voir avec ça en 2017. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ben moi c'est vrai que je me suis concentré sur le minage, les nodes, etc., etc. J'ai pas pris le pli pardon de la DeFi, mais les gens qui sont arrivés par la suite, eux, ils ont plutôt été justement comme tu l'as dit, hein, le minage était moins intéressant, donc les gens étaient sur la DeFi, Ouais. etc., etc. Donc à un moment donné, en fait, c'est comme toujours, c'est pas il y a un meilleur choix qu'un autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se lance à corps perdu dans un domaine qu'on va bosser à fond, qu'on va étudier, qu'on va comprendre comment ça fonctionne. Et donc voilà, je pense que tous les domaines sont bons pour tenter de gagner de l'argent. Il y en a, voilà, il y a des moments où c'est plus intéressant d'être dans un domaine que dans un autre, mais on reste des êtres humains et c'est impossible d'être partout à la fois. Et donc moi c'est juste pour ça, c'est-à-dire que si demain je devais me lancer dans la DeFi, ça veut dire que je recommence entre guillemets de zéro. On va partir du principe que je connais pas grand-chose dans la DeFi, et ça veut dire que pendant que je fais de la DeFi, bah, je fais pas le reste. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'arrête quelque chose pour faire, tu vois, à un moment donné, les journées elles font 24 heures et t'as pas des journées à rallonge. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que voilà, moi je me suis spécialisé dans certains domaines. Maintenant, les choses vont peut-être changer, hein, parce que là, moi je suis sur le projet Alephium, qui est un layer one, qui propose notamment de la DeFi. Hein, j'en fais un tout petit peu, hein, ça n'a rien Ouais. à voir. Mais si le réseau se développe bien, partons du principe qu'il se développe bien, et que par exemple Sadify se développe bien aussi dessus, bah peut-être, je dis bien peut-être que je vais m'y intéresser et je vais creuser plus loin. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, me lancer par exemple dans la DeFi sur Ethereum, sur Solana, honnêtement, je m'y vois pas parce que pareil, les Ethers que j'ai, je les garde, je les fais pas travailler. Et tout ce qui est, enfin, j'ai jamais été sur Solana, sur Tron ou autre, donc je me vois pas subitement demain acheter du Solana et me dire tiens, je me lance dans la DeFi sur Solana. Donc voilà, je dirais que la seule solution pour que je me lance dans la DeFi, ce serait que Alephium performe bien et que il propose plusieurs plateformes DeFi. Je D'accord. vois que ça comme solution à l'heure actuelle. Tu n'as pas des stablecoins? Si, j'ai des stablecoins, mais je les utilise pour acheter, pour faire de l'investissement, quoi. Ok, ok. Parce que même sur les stables, il y a quand même un moyen. En plus, il n'y a même pas besoin de. Je parle même pas de stratégie complexe, delta Mm. neutre sur des pervdex et tout. Mais juste, tu sais, déposer dans AAV, lending borrowing classique, il y a vraiment. Surtout si tu as des bonnes sizes, tu peux vraiment dégager comme on a dit, un bon revenu passif, quoi. Ouais. Ah, j'en suis certain, c'est comme on dit, à un moment donné, c'est impossible d'être partout, mais Mm. quand tu vois la crypto-monnaie maintenant, c'est un écosystème qui est tellement vaste, tellement complexe, qui propose tellement de choses, comme tu dis, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a moyen de faire des trucs de fou. Quand tu as l'envie et le temps de te lancer dans un domaine, il y a moyen de faire des trucs de dingue. Ouais, et comme tu dis, c'est même, moi je prends mon cas, moi je suis tellement curieux que je me diversifie trop, et en fait ça devient un problème. Et en fait tu te diversifies, tu touches un peu à tout, mais t'es pas un expert dans un domaine précis. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux devenir expert Spécialisé. et spécialisé dans un domaine Mm. que plutôt de toucher à tout. À chasser deux lapins, t'en attrapes aucun. Exactement, c'est Exactement. ça. Question pour toi, TK, tu l'achètes sur quelle plateforme, Alephium? Perso, je l'achète sur Getium et il est dispo sur Mexi et il est, pour ceux qui veulent justement rester dans la DeFi, sur Uniswap, il y a également possibilité de le swapper. Et on peut le bridge aussi sur Alephium après? Tu peux, effectivement, donc tu l'achètes sur Ethereum et tu peux le bridge directement sur Alephium pour l'avoir en natif. Ok, ok. Donc Alephium, c'est une technologie Proof of Stake et Proof of Work, c'est un mix, c'est ça? Non, c'est que du Proof of Work, eux, full Proof of Work, qui était jusqu'à pas longtemps minage GPU, maintenant ils sont minage ASIC, donc ils commencent déjà à bien se développer à ce niveau-là. Layer 1 avec
tout ce qu'on connaît des Layer 1, hein, donc avec des DApp, des applications décentralisées qui se développent. Pour le moment, ils ont Ayin, qui est le DEX principal. Il y en a d'autres, mais c'est le principal DEX qui est utilisé sur Alephium. Et normalement, on devrait bientôt avoir Alphbanks, qui serait l'équivalent de AAV, mais sur Alephium, en beaucoup plus petit, bien entendu, hein, parce que ils ont pas la prétention, en tout cas, ils commencent, donc voilà, mais ce serait l'équivalent plus ou moins de AAV, mais version Alephium, quoi. Ok. Et c'est ce que je dis, peut-être que ça va me lancer dans la DeFi, tu vois. On a Captain Ok. Ralph42 qui nous dit Alphbank. C'est ça, c'est Albank, c'est eux. Ok, merci. Et du coup, Alephium, tu vois, comme ils vont lancer un DEX et il y a plusieurs protocoles qui vont se développer chez eux, est-ce qu'ils ont une partie de leur tokenomics qui est allouée pour les airdrops pour la communauté? Est-ce que tu as ce renseignement? Alors, pas pour Alephium, par contre, pour les projets qui se lancent, un peu comme quand tu as des projets qui se lancent sur Atom, il y en a qui ont effectivement annoncé des airdrops pour ceux qui participaient, etc., etc. Donc, ça, on est vraiment dans la même chose. À partir du moment où tu interagis avec le réseau et autres, il y aura possibilité, c'est pas certain, mais il y aura possibilité d'avoir des airdrops pour récompenser les personnes qui se lancent dans l'aventure, quoi. D'accord. Et c'est quoi comment Alephium tire son épingle du jeu? Pourquoi c'est quelque chose, par exemple, où tu es plus enclin à te dire, bah là, je vais m'intéresser à la DeFi de ce projet-là, peut-être, et du coup, pas Ether, mais du coup, ce projet-là, et tu serais prêt, par exemple, à utiliser un truc comme Alphbanks, etc. C'est quoi la particularité, en fait, de cette blockchain, par exemple, moi, qui me donnerait envie de prendre mes fonds et d'aller sur Alephium? Alors honnêtement, vraiment moi le point qui m'intéresse le plus chez eux, c'est que, alors je pense que je vais pas me faire que des amis en disant ça, hein, mais je pense qu'un vrai bon layer one, tout secteur confondu, il doit être en proof of work, parce que je pense vraiment, alors que je fais du proof of stake, hein, on l'a vu avec les nodes, etc. Donc voilà, mais je considère qu'un vrai bon proof of work, un vrai bon layer one fonctionne en proof of work. Justement, c'est la technologie la plus utilisée, la plus sécurisée à l'heure actuelle qui existe. C'est pour ça d'ailleurs, notamment qu'Ethereum, moi, quand ils ont décidé, en dehors même de toute considération de mineur, hein, là je me mets pas du côté d'un mineur, mais d'un simple côté investisseur, je trouvais que Ethereum en proof of work, c'était beaucoup mieux pour ce qu'il est, hein, vraiment pour Ethereum, que son passage en proof of stake. D'ailleurs, on l'a vu, hein, depuis qu'il est passé en proof of stake, le réseau est devenu hyper centralisé autour de ces nodes qui sont principalement chez AWS aux États-Unis. On a même entendu des moments où on pourrait avoir potentiellement des pressions américaines sur le réseau Ethereum, notamment pour ça. Donc voilà, moi je pense que la décentralisation, ça reste un des facteurs les plus importants. Et pour avoir une bonne décentralisation, de manière générale, il n'y a rien de mieux que du proof of work. C'est d'ailleurs pour ça que à l'heure actuelle, Bitcoin, c'est le réseau le plus décentralisé au monde, parce que c'est le plus gros, mais aussi parce que c'est son réseau, il est réparti sur toute la planète et pas chez des entités qui peuvent être centralisées. Donc c'est vraiment pour ça que moi j'ai du mal avec les layer one proof of stake comme Ethereum, comme Solana, mais accessoirement comme Atom, alors que pourtant j'en ai, tu vois. Donc vraiment là, je me fais, pour le coup, je me fais l'avocat du diable, mais je pense vraiment que c'est ça qui est un gros cas à jouer. Et notamment, et puis il y a plein d'autres choses, mais voilà, vraiment, je pense que le proof of work, ça reste à l'heure actuelle. On n'a pas fait mieux que le proof of work pour ça, et sachant qu'à Layer One, c'est la base sur laquelle tu vas tout construire, hein, c'est vraiment l'ossature sur laquelle tu vas tout placer. Pour moi, il faut que la base soit la plus solide possible, et pour avoir la base la plus solide possible, il n'y a pas mieux que le proof of work. Mais voilà. Mais pourtant, le business model proof of stake d'Ethereum est, indépendamment de la centralisation, il est plutôt intéressant d'un point de vue tokenomics. On l'a vu, à un moment, c'est déflationniste, on a une supply qui va devenir stable, etc. Mais ce qui est dommage en fait avec le proof of stake de manière générale, hein, donc là je parle pas que d'Ethereum, mais c'est en fait, c'est-à-dire que à partir du moment où les gens les plus importants sont sur les réseaux, tu sais pas les dégager. C'est-à-dire que quelqu'un qui est le plus gros sur Ethereum, il va devenir chaque fois de plus en plus gros, parce que c'est le principe même du proof of stake, et à un moment donné, il peut devenir un acteur majoritaire. Les mecs qui ont des milliers et des milliers d'Ethers et qui accessoirement les font travailler dans des nodes, ils sont chaque jour de plus en plus riches, et tu peux pas les bannir, tu peux pas les interdire, tu vois. Et c'est ça, et c'est l'avantage, tous les avantages du proof of stake, mais également son plus gros inconvénient, c'est qu'en fait les riches deviennent de plus en plus riches, et à un moment donné tu sais plus les dégager, et ça a déjà été démontré. On a eu la discussion avec Dim de Bala, qui travaillait à l'époque chez Ethereum, qui disait effectivement c'est un des problèmes du proof of stake, c'est que les riches sont de plus en plus riches, et à un moment donné s'ils ont le pouvoir, la seule chose que tu
Ethereum pourrait faire, ce serait de le bannir. Mais alors, ça irait à l'encontre même du principe de la décentralisation. Et donc, ça pose tous les problèmes de réflexion qu'on a autour du mécanisme en proof of stake, ce qu'on n'a pas en proof of work, parce qu'en proof of work, on peut continuer à rajouter des machines et donc venir reprendre cette place de leader à un moment donné. Ce qu'on ne peut pas faire en proof of stake, parce que quand tu es le plus gros, bah, c'est toi qui touches le plus de récompenses, et si tu touches le plus de récompenses, bah, c'est toi qui gagne le plus d'argent, et donc c'est toi qui deviens le plus gros, etc. etc. quoi. Ok. Donc c'est surtout le proof of work qui t'intéresse. Pour un layer one, je parle bien pour un layer one. Ouais. Pour plein d'autres choses, je considère que le proof of stake est très très bon. Mais vraiment pour un layer one, je dirais clairement le proof of work. On dit dans le chat que c'est un POLW à l'Ethereum, ça veut dire quoi? C'est un proof of less work, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une petite variante qu'ils ont par rapport au proof of work traditionnel. Donc le proof of work, c'est effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est la course à l'armement, et plus tu as de puissance de calcul, plus tu touches des récompenses. Et donc, plus tu as de machines, etc. Et en fait, chez Alephium, ils sont partis du principe que la course à l'armement, c'est bien, mais à un moment donné, il faut quand même la limiter. Parce que si tu laisses ça, à un moment donné, indirectement, la planète devient une énorme usine à créer de la crypto-monnaie. Et donc, pour limiter ça, en fait, ils ont créé ce qu'ils ont appelé chez eux le proof of less work, donc la preuve de moins de travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le réseau atteint un certain plafond, qui chez eux est fixé à 1 exahash, donc 1 exahash, c'est une estimation, là, enfin, de la puissance de calcul, hein, c'est comme ça qu'on parle, on parle en H. Eh bien, lorsque le réseau atteindra les 1 exahash, eh bien, les mineurs qui voudront continuer à miner sur le réseau, ils devront indirectement, hein, c'est très compliqué, je le fais très rapidement, mais ils devront payer pour pouvoir continuer à miner. Ce qui veut dire que si tu dois à un moment donné payer pour continuer à miner, ça va peut-être pour toi être moins intéressant. Donc tu vas désactiver des machines, ou en tout cas ne plus en rajouter sur le réseau. Et donc de cette façon-là, ils veulent volontairement, hein, c'est une volonté de la part de la team, tenter de limiter l'impact environnemental sur le truc, et plutôt que d'avoir un truc qui ne cesse de grandir, voilà, c'est une solution qu'ils proposent. C'est un des trucs que moi, par exemple, j'aime plutôt bien. C'est pas ça qui m'a fait choisir Alephium plus qu'autre chose, mais c'est un point que j'aime bien chez eux. C'est d'avoir un peu quand même cette conscience un peu écologiste là-dessus, quoi. Ok. Moi j'ai beaucoup suivi quand tu parlais d'Alephium, etc. Et du coup, pareil, bah, je me suis intéressé un peu. J'ai vu qu'il y avait une histoire de 2 blockchains, ou peut-être que je me trompe, ou 2 réseaux différents quand tu es sur ton wallet. Alors en fait, Alephium, en fait, il faut savoir qu'il fonctionne avec ce qu'on appelle le mécanisme de sharding. Donc en fait, un gros problème des proof of work de manière générale, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de projets qui sont en proof of stake, c'est que à un moment donné, le nombre de transactions, si tu fonctionnes sur une blockchain traditionnelle en proof of work, à un moment donné, tu peux pas faire passer des millions et des millions de transactions par seconde. C'est pour ça qu'il y en a plein qui vont sur le proof of stake qui permet ce genre de choses. Et en fait, il y a 2 technologies qui existent pour tenter justement d'augmenter la quantité, donc la quantité de transactions par seconde que tu peux faire. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les DAG, c'est notamment ce que Ethereum utilisait à l'époque, hein, le bloc DAG d'Ether, c'était ce qui permettait à ça. Et chez Alephium, ils utilisent ce qu'on appelle le sharding. Alors, en fait, sur Alephium, c'est pas réellement une blockchain qui existe, mais 16 blockchains qui fonctionnent en parallèle, ce qui permet d'avoir un nombre de transactions, pareil, qui rivalise avec le nombre de transactions qu'on a sur les sur Solana ou autres, les proof of stake classiques, quoi. Parce que 400 TPS par seconde, c'est énorme. Ça, c'est sur le papier, c'est en activité. C'est déjà en activité, et ils ont fait même des tests où en fait à l'heure actuelle Captain Ralph, parce que je sais qu'il fait partie de la communauté Alephium, il pourra peut-être me corriger, mais de mémoire à l'heure actuelle le bloc le temps de bloc c'est 16 secondes si je dis pas de bêtises, et ils ont tenté, ils l'ont baissé à un moment donné sous les 10 secondes, ils ont même été sous les 1 seconde le temps de bloc, et ça fonctionnait, et donc ça veut dire que théoriquement tu peux voilà jusqu'à 10K TPS, ça m'étonne pas, c'est ce que j'avais en tête. Okay. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, parce que tout à l'heure, justement, je regardais un peu les performances au niveau de la scalabilité des layers 1. Je regardais Sage, justement, qui était juste devant Solana, et ils sont pas à ce nombre de TPS par seconde, enfin de transactions par seconde. C'est combien Solana déjà? Ouais, je crois qu'ils étaient à 300 et quelques, presque 400, et Sage, c'est un petit peu au-dessus. Sage sur le papier, je crois que c'est 600 TPS par seconde. Ouais, mais je crois que c'est des mythos un peu, Sage aussi. Hein. Ouais, en fait, sur le papier, 600, mais 400, ils sont légèrement devant Solana. Ouais, ok. Ouais. Ok. Je réfléchis, est-ce que j'avais un dernier truc sur Alephium? Oui, c'était vis-à-vis de la DeFi, etc.
Est-ce que ça fait longtemps que c'est possible hein, qu'on ait de la DeFi dessus? Et quel langage aussi ils utilisent pour coder là-bas au niveau des smart contracts? Ouais, donc ça fait déjà un moment, hein, donc le projet il a été lancé, il y a déjà, 1 an et demi, donc il y a déjà de la DeFi qui est en fonction et qui fonctionne plutôt bien. Alors on est Ok. très loin des TVL qu'on a sur, justement, des Ethereum, des Solana et cetera, donc parce que le projet est encore petit, Après, hein, ouais, très ça jeune, reste ouais. encore un low caps et donc oui, il y a déjà de la DeFi qui fonctionne plutôt bien et le langage de programmation, il ça s'appelle le Ralph, donc ça, en fait, c'est un dérivé du Rust, donc avec qui est un langage de programmation qui est très répandu à le Rust. Il est utilisé notamment sur Solana, ce qui fait que Mhm. notamment il y a eu pas mal de développeurs, enfin de devs qui ont développé des dApps sur Solana, qui sont venus tester sur Lithium et qui s'y retrouvaient relativement bien dessus parce que le langage de programmation, c'est un langage qui est je suis pas développeur, hein, donc là je donne les infos qu'au moins on m'a donné, hein, je précise, mais Mhm. le Rust en fait c'est un langage qu'on apprend à l'école, donc c'est un langage qui est déjà quand même bien connu, plus par exemple que le Solidity d'Ethereum, parce que le Solidity d'Ethereum maintenant on commence à l'apprendre à l'école, mais c'est pas un langage qui est hyper répandu. Le Rust est beaucoup plus répandu et notamment, bah voilà, il est utilisé chez Solana, donc ça veut dire que des mecs qui développent chez Solana, ils peuvent relativement passer facilement sur celui d'Alephium et c'est un langage qui est plutôt simple et plutôt sexy à utiliser de l'aveu des développeurs que je connais, parce que moi je Ouais, suis non, mais pas c'est dev encore une ça, fois. c'est ça. Je sais pas si tu as vu, tu as les projets comme Eclipse, Soon, et qui en Mm, fait sont des SVM, des c'est blockchains ça, qui sont compatibles avec Ethereum, et c'est le langage Rust en fait, parce qu'il y a, c'est ça. ça permet à C'est plus du de Rust développeurs. Eclipse? Ouais, c'est du Rust sur Solana. Ah oui, bah oui, c'est une Solana Virtual Ouais, Machine. ouais, SVM. Mm. Ouais. Ok. Ouais. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, je demandais. Après, Solana, c'est pas le. Rust, c'est beaucoup répandu, mais je crois que c'est dans le Web 2 et dans le Web 3, en fait, Bien si sûr. ta blockchain elle est EVM compatible ou tu peux intégrer du Solidity, direct, tu fais un. C'est en fait c'est le frein majeur de toutes les blockchains qu'on a vu lancer. C'est un problème que je remarque. C'est genre Starknet, le plus gros frein, c'est que bah voilà, Cairo, je sais pas, ouais, Cairo, même sur Aptos, même si ça se développe, tu vois, Move. l'écosystème il est pas varié. Voilà, on est vraiment très très limité. Tu vois, il y a trois Mm. mecs qui peuvent faire des Qui savent trucs. coder, ouais. Ouais. Et sur Mais tu vois, Solana, c'est très récent la diversité, quoi. je pense que dans le C'est futur, on va avoir de plus en plus de solutions qui permettent justement de faire du Rust sur ces blockchains, comme on le voit avec les SVM qui arrivent là. Mm. Mm. Mais tu sais, c'est ça que je me demande. J'ai vu plein de projets dire ouais, nous on peut prendre votre Solidity et le convertir dans notre langage, pas d'inquiétude. En théorie, en pratique, j'ai jamais vu un projet qui n'était pas Solidity réussir à le convertir ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est un autre débat encore. Ok, il y avait une question par rapport à Axelar et Layer Zero, mais on te la posera en fin d'émission, je vais la décaler. Et pour le dernier point, avant la FAQ, d'ailleurs, si vous avez des questions, préparez-vous. Le dernier point, qu'est-ce que tu conseillerais à un nouveau qui rentre en 2024 pour se positionner en crypto, comme tu as passé 3 cycles, on l'a dit, enfin, c'est ton troisième cycle, hein. Quel conseil tu pourrais donner bienveillant pour Euh, un nouveau arrivant, quoi? Clairement se former, enfin se former dans le sens, pas spécialement suivre une formation, mais euh, apprendre, comprendre dans quoi il met les pieds, de manière générale, hein, je veux dire vraiment les bases, comprendre comment fonctionne un portefeuille crypto, comment on fait un transfert, comment, enfin voilà, plutôt que d'avoir directement les rêves de richesse et de se dire tiens, j'ai les 50 euros de mamie et je voudrais devenir millionnaire. Moi, je dirais que déjà rien que apprendre les bases, les fondamentaux, comprendre comment fonctionne ben, un portefeuille avec par exemple la clé privée, la clé publique, Mm. comment on fait un envoi, une réception, comment on sécurise ses fonds avec des hardware wallets par exemple, etc., etc. Donc vraiment apprendre les bases. Je pense que c'est vraiment le mieux à faire vraiment avant de se lancer. Et puis par la suite, c'est ce que je dis toujours, des trains, il y a toujours des trains qui partent tous les jours de la gare pour gagner de l'argent. Il y a toujours des trains à quai, donc rien ne sert pardon de se presser, de vouloir aller plus vite que la musique. Faut d'abord bien apprendre comment tout fonctionne, comment bien faire les choses, et puis on tentera de gagner de l'argent par après. Parce que j'ai vu trop de gens virtuellement gagner de l'argent et se faire avoir parce que soit ils interagissent avec un smart contract Mm. frauduleux, soit ils envoient, tu sais, ils ont de l'Ether et ils l'envoient sur une adresse Bitcoin. Tu vois, des bêtises. Et encore maintenant, ça a bien évolué. Normalement, maintenant, on te prévient quand tu envoies une mauvaise crypto sur une mauvaise adresse. Mais voilà, vraiment les bases.
pour ne pas se faire avoir bêtement, et puis par la suite toujours aller plus loin, quoi. Mais vraiment apprendre, comprendre, voilà. Et il y a énormément de documentation en ligne. Donc là, je parle même pas de payer, hein. On peut suivre des formations payantes si on le veut ou quoi, mais déjà rien qu'avoir les bases, tu tapes ça sur YouTube et tu les as gratuitement, sans prise de tête. Donc clairement, aller vers ce genre de choses, quoi. Bien sûr, ouais. Et avant de sortir des SEX, des exchanges centralisés, vous pouvez aussi faire des testnets, hein, c'est totalement gratuit. Et Voilà. ça va vous familiariser avec les wallets, hein, comme tu le disais. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a peur justement de faire une mauvaise manip. Et moi, nous c'est ce qu'on recommande. On fait beaucoup de prévention sur nos chaînes différentes et sur celle-ci. Et ne misez que de l'argent que vous pouvez perdre. Ici, on ne fait pas de conseil en investissement. Obligé de vous faire le petit disclaimer en fin de vidéo. Mais c'est On y ultra arrive, on y réel, arrive. hein. C'est ultra réel ce que tu dis, investir ce que tu es prêt à perdre. Bon, on n'est jamais prêt à perdre en réalité, mais le truc, c'est que moi aussi, j'ai vu trop de gens perdre de l'argent dont ils avaient besoin pour vivre. Là, c'est là où ça devient chaud, tu vois. Vraiment, Exact. ce genre ne pas manger pour investir, bon, c'est limite. Surtout que on est vraiment dans un écosystème ultra incertain par en tout cas, moi, personnellement, et je trouve que c'est un conseil qui t'aide aussi dans ta gestion d'émotions, c'était ne pas être attaché à ce que tu as. Exact. Ou avoir un minimum être un minimum détaché, tu vois. Mais tu sais, par rapport à ce que tu as dit, TK, c'est vrai que moi, sur ce cycle-là, donc moi, c'est mon 2e cycle, et je suis quand même fasciné sur le fait que les gens sautent sur les mèmes et en fait ne savent même pas utiliser les wallets sur lesquels ils achètent ces mèmes. C'est le pire, c'est le pire. C'est assez fascinant, quoi. Ouais. Donc Très voilà. beau, très beau Donc, commentaire. ouais, bah, Moi, c'est je vrai, me ouais. reconnais beaucoup là-dedans. En chassant des airdrops, c'est là où tu apprends vraiment le plus. En fait, c'est quand tu C'est interagis clair. avec les trucs, euh, même ne serait-ce que, tu sais, au lieu d'acheter une formation, tu prends le budget de la formation, 50 €, tu le mets sur un wallet et tu vas bidouiller, quitte à cramer les 50 dans des gas fees, dans oh mince, je me suis trompé de contrat, j'ai mangé du slippage, trompé d'adresse, toutes ces C'est ça. bêtises-là, ça prend tout son sens. Alors, TK, donc je te disais qu'on avait une question. On t'a posé beaucoup de questions. Tu as pris le temps d'y Dis-moi, répondre dis-moi. déjà, merci. Et donc, la dernière, je crois que c'est Ilyes qui avait remarqué ça. Donc, tu avais parlé d'Axelar et tu faisais un peu enfin, tu privilégiais peut-être à Layer 0, c'est ce que je comprends, Ilyes, c'est ça? En gros, non, en fait, il aimait bien Axelar et à ma connaissance, je n'ai pas vu beaucoup parler de Layer 0. Après, comme D'accord, il ok. nous a dit, il n'est pas trop dans l'écosystème EVM. Du coup, moi, comme je suis biaisé, vu que j'utilise toujours la blockchain et que Layer 0, tu vois, du jour au lendemain, ça a un peu changé ma vie. En tout cas, mon expérience utilisateur. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il a fait choisir Axelar parce que je Ouais, sais et cette qu'il paye. question, elle tombe assez bien par rapport on a eu un sacré pump hein, sur Axelar Ouais. il y a 2 jours de ça, et je crois qu'il a pris 40% à peu près. En l'espace de 2 jours, c'est assez inattendu. Donc, moi, je suis positionné sur Axelar, donc c'est une très bonne nouvelle, hein. Et donc, du coup, quelles sont tes convictions et quelles performances tu attends dessus? Ah bah écoute, moi j'ai de grosses convictions de manière générale parce que un truc, c'est là que je trouve la beauté de ce que propose Axelar, et il y en a d'autres, hein. Donc voilà, moi je suis sur Axelar, mais on sait qu'il y en a d'autres dans ce genre-là. On remarque par exemple qu'on a de manière générale, on a des blockchains qui sont très bonnes dans un domaine. Alors, on a des blockchains par exemple qui font, on l'a dit, de la dépine. On a des projets qui font de l'IA. On a des projets qui font, je sais pas moi, des oracles avec Link et compagnie. Donc on a plein de projets qui sont très bons dans un domaine, mais qui savent pas faire d'autres domaines. Et c'est normal, on se spécialise dans un domaine. Et ce qui est dommage, en fait, ce que je trouve de manière générale dommage, c'est qu'en fait tous ces projets-là, si tu les prends individuellement, ils sont très bons dans leur domaine, mais comme ils n'ont pas directement la possibilité de communiquer entre eux, en fait, ils sont pour la plupart coincés ou bloqués dans un secteur en particulier, et ça s'arrête là. Et Axelar, entre autres, l'une de ses bases fondamentales, c'est de permettre justement à tous ces projets qui sont
indirectement par liés les uns aux autres, de leur permettre de communiquer, d'interagir ensemble de manière simple, efficace, et donc de permettre, voilà, de quelqu'un qui est sur un projet IA, je sais pas, puisse être connecté directement à un projet dans la Dépine, qui lui-même est connecté à un projet de, je sais pas moi, de Layer 2 anonyme sur un truc ou je sais pas quoi. Et je trouve que ça, c'est vraiment la base, c'est les fondamentaux, c'est le fait de se dire que on a des projets qui sont très bons dans leur secteur, mais qui peuvent pas communiquer. Et Axelar, je schématise très très fort, hein, mais il est là pour leur permettre à tous ces projets de communiquer facilement entre eux, d'échanger entre eux, de les mettre en relation. Et ça, je trouve que c'est la base, parce que vraiment, à l'heure actuelle, on a des projets dans tous les secteurs, mais tous ces projets savent pas communiquer ou difficilement entre eux. Donc voilà quoi. Ouais, j'ai exactement la même thèse. C'est vraiment, on a créé plein de blockchains, on a créé plein de trucs, mais chacun est isolé, chacun est dans son coin, ça Voilà, fragmente le tout, et on a besoin de solutions d'interopérabilité. Et Axelar, c'est vraiment le, La ref. entre guillemets, ou tu sais, des solutions d'interopérabilité de base, c'est vraiment le bet facile où plus il y aura des blockchains, plus on aura de plus en plus exactement. besoin de ces trucs qui vont s'interconnecter. Donc moi, je rejoins exactement ce que tu dis. Mais du côté de Layer 0, Elias, toi. Pas forcément Layer Pas 0. forcément. Moi, c'est juste qu'Axelar, j'étais un peu plus sceptique parce qu'à la base, ok, maintenant ils ont un très bon produit. Je sais pas si tu connais Squid Router. Si, Ça, Ouais. Squid Router, excellent. Mais tu vois, c'est sorti quoi? C'est sorti au début de l'année, je crois. Je sais plus ouais, exactement. Ouais, début d'année Mais avant 2024. ça, j'utilisais rarement Axelar et en fait, c'était focus, tu sais, que dans le Cosmos. Et je me disais, en fait, bon, tu sais, dans le Cosmos, on a déjà le IBC. Pourquoi, tu vois, on a rajouté Axelar? Et quand ils ont sorti Squid Router, c'est là où Axelar, ça faisait un peu plus de sens, ok? mm, Même si leur mécanisme c'est pas le plus parfait parce que techniquement, en fait, tu changes dans le Axelar USDC. Et bon, il y a toujours ce problème de liquidité. Mais voilà. Et en plus, récemment, ils ont annoncé un nouveau framework. Je sais pas si tu as vu, un standard d'interopérabilité. Donc, j'ai bien aimé. Ce que j'ai préféré du coup du côté de Layer 0, c'était l'adoption. C'est que ça connecte un peu déjà énormément de blockchains. Donc des Aptos, des trucs comme ça. Bon, ça manque du Solana, du Sui, des blockchains Cosmos. Mais en fait, ça le connecte et ça fait comme Axelar maintenant avec SweetRouter, mais ça fait les choses bien comparé à ce qu'on avait avant, tu vois. Genre vraiment mm, l'expérience de bridger avec le standard OFT, le c'est Omnichain ça. Fungible Token, ça va beaucoup plus vite, ou bridger des USDC, des USDT. Ils ont vraiment... et en plus, ça coûte pas cher maintenant. On est sur quelques centimes le bridge, alors que fut un temps, c'était quelques dollars. Donc, et voilà, c'est surtout l'aspect Layer 0, comment ils évoluent, la rapidité, le monde qu'il y a derrière Layer 0 aussi. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs, ils ont valorisé le truc énormément, donc Mm, ça me rend un peu plus confiant, tu vois. Quand je vois des mecs qui c'est ça. investissent 120 millions à 3 milliards, ça, je me dis, bon, peut-être Layer 0, il y a de l'upside à venir chercher. Et c'est pour ça que moi, j'ai favorisé Layer 0. Mais de plus en plus Axelar avec des solutions comme Squid Router qui viennent au-dessus, ça me plaît aussi. Après, tu as pas mal de protocoles qui utilisent Axelar, notamment dans les RWA. Tu as Centrifuge, Mm, Ondo, Circle. Mm. Tu en as d'autres. Au niveau d'infrastructure, pardon, ils utilisent Celestia, Filecoin, Biconomy, Moralis. Non, je pense que moi, je suis positionné dessus. J'ai eu la chance de faire l'ICO sur Coinlist. Ouais, je pense que ça a quand même de l'avenir. Par contre, clairement. j'avais mis en staking moi, pour toucher des airdrops. Et, ça n'a pas été le cas. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'airdrop par rapport à Axelar. Non, on n'a rien eu. En tout cas, on les a loupés. On les a pas claim à temps, peut-être. Moi, je les ai déjà, dis-toi, dès que le token Layer 0 est sorti, enfin, j'avais pris des profits. Tu sais, quand on a eu le gros pump, là, il montait presque jusqu'à 2 dollars. J'avais pareil, tu sais, la même stratégie, Mm. un wallet, Cosmos, Staking Atom, Chia, tout ça, un peu d'Axelar, tu vois, pour toucher un peu à tout. Et j'ai vendu mon bac pour convertir en 0 pour vraiment démontrer ma confiance en Layer 0. Ouais. Après, je pense que c'est pas, tu vois, Pas aussi interdit des concurrents d'avoir, directs aussi. voilà, d'avoir des concurrents, quoi. D'avoir deux projets à peu près similaires sur un écosystème différent, enfin, qui fait la même chose, qui va réunir ces blockchains et aussi la liquidité. Je pense que c'est pas incompatible d'avoir deux protocoles, enfin, deux blockchains On qui aura font. besoin de tout le monde, hein. Ouais. Avec toutes les blockchains, on aura besoin de plusieurs solutions. Alors, on a quelques questions. Et après, on Yes, va on te passe laisser, à les packs. TK, parce que tu as passé une grosse journée live là. Je vais aller manger. J'ai faim. Je pense que tu satures. Donc, Flux, on en a parlé.
Quel dépine acheter pour ce bull run? Ça, c'est aussi une question un peu délicate. Ouais, c'est un peu côté investissement, quoi. All-in. Ouais. Donc, moi, j'attends pic avec impatience. Ça va sortir. Hein. Ouais. Et donc voilà, le marathon de TK. Ouais, c'est vrai, grosse journée pour toi. Et donc, moi, j'ai pas d'autres questions. Je te remercie encore d'avoir répondu à l'appel. C'est très sympa de ta part. Je pense Merci beaucoup. Que tu es très pris. Avec plaisir, les gars. Ça m'a fait super plaisir. Moi, j'ai adoré discuter. Et pareil. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. On remercie tous les membres qui nous ont écoutés. Ta communauté était présente. Merci à vous tous. 100 personnes pendant 1h42, c'est fou. Ouais. Tant mieux. Super, super. Allez, bah, je vous dis au revoir. Je vous laisse dire au revoir à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao l'équipe. Merci à tous et à la prochaine. À plus.